qui applaudit, s'il vous plaît. Et donc, l'objectif avec Christophe ce soir, c'est qu'il nous raconte un peu son parcours entrepreneurial. On va essayer de parler le plus fort possible. Vu l'assistance, je peux vous proposer, si ça vous dit, de participer à la conversation qu'on va avoir avec Christophe, de poser vos questions. L'idée, c'est que tout le monde en ressorte avec ce avec quoi ce qu'il est venu chercher. Et donc, je vais commencer avec Christophe par te demander de te présenter et de nous raconter un petit peu ton parcours. Alors, mon nom est Christophe Cheville, j'ai 43 ans. J'ai commencé assez tôt dans le métier de la restauration, parce que je précise aujourd'hui je suis gérant d'un réseau de restaurants, mais c'est encore un métier différent qui s'appelle le métier de franchiseur. C'est assez vaste, on y reviendra peut-être un peu plus tard, qui est hyper intéressant. Toutefois, pour pouvoir maîtriser ce métier de franchiseur dans la restauration, j'ai commencé par faire le cuisinier pendant 3 ans, donc assez tôt, à l'âge de 15 ans, 15 ans et demi. Sorti 3e par l'intermédiaire de ce que l'on appelle un CAP, un BEP, c'est le premier examen le plus sommaire qui existe après le brevet du collège, si je ne dis pas de bêtises, que je n'ai pas eu, je précise par ailleurs. Qu'est-ce qui t'a mené au CAP? Ce qui m'a mené au CAP, c'est que en sortie 3e, j'avais aucune alternative j'avais aucune école concrète, c'est-à-dire que j'avais un niveau scolaire qui était lamentable. Et du coup, la seule chose les seules activités qui s'offraient vraiment à moi, c'était le bâtiment, rien qui m'avait aucune sensibilité, rien qui m'intéressait. Je sais pas, garagiste, mécanicien. Donc très rapidement, je me suis dirigé vers la cuisine aussi parce que j'avais dans ma famille un cousin éloigné qui pratiquait ce métier et en bas de chez moi, il y avait un cuisinier qui m'a proposé un stage très court. J'ai sauté sur l'occasion et puis ça m'a tout de suite emballé. Et puis l'idée c'était aussi de démarrer ce métier par le plus haut niveau, parce que moi je venais d'un milieu qui était assez modeste, et c'était de se dire plutôt que de travailler dans une pizzeria ou dans un restaurant classique bas de gamme entre guillemets, j'ai cherché plutôt un étoilé ou un restaurant haut de gamme. Donc je suis entré au sein de cette brigade lorsque j'avais donc 15 ans, entre 15 et 16 ans. J'y suis resté 3 ans, donc j'ai passé des années assez difficiles parce que c'était très dur. À l'époque, c'était il y a une vingtaine d'années, c'était encore l'ancienne école, quoi. On parlait mal au personnel en cuisine, on les traitait pas très bien. Voilà, heureusement, ça reste encore le cas dans certaines brigades, mais c'est plus trop le cas, heureusement. C'est moins répandu que le reste. Puis ensuite, j'ai compris très rapidement qu'il fallait que je maîtrise tous les sujets dans la restauration avant de pouvoir être propriétaire d'un restaurant, voire étrangement, très tôt, à cet âge-là, j'avais déjà l'ambition et le projet de diriger un réseau comme c'est le cas aujourd'hui. Tu avais déjà l'idée du réseau? Ouais, je sais pas pourquoi. Je m'étais dit, je ne vais pas me maintenir à un seul, ou deux, ou trois, on ne sait rien. L'idée, c'est de se dire, je pense que je vais réussir à terme à. Je ne pensais pas, j'étais sûr de moi, quoi. Je me suis dit, je pourrais potentiellement, je me donnais les moyens d'avoir une centaine de restaurants, quoi, à terme, et de diversifier même l'activité, mais peut-être un peu plus tard. Et donc, je
crois que cette force de... ça se traduit par la force de caractère évidemment, mais ça m'a conduit justement à me dire bon, ben, je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc tu avais déjà cet objectif en tête Ouais. quand tu as commencé Ouais, assez tôt. Ouais, c'était, je sais pas, c'est fou, mais voilà. Et puis, donc j'ai passé ce CAP, parce que j'ai voulu faire un BEP, mais ils m'ont viré du BEP, parce que pareil, j'avais pas les capacités en fait. Là, pour le coup, j'avais vraiment pas. Autant j'étais pas discipliné quand j'étais au collège, et ça, en effet, j'étais très perturbateur, mais dès que je suis rentré à l'école hôtelière, j'ai eu vraiment ce déclic de me dire bon, maintenant je le fais pour moi, quoi. C'est plus pour prouver. Je ne vais plus à l'école par obligation, je le fais vraiment pour apprendre un métier. Donc, mais je sentais que, hélas, j'avais pas les capacités intellectuelles, ou alors si je les avais, bon bref, c'était au-delà de mon niveau, quoi. Donc du coup, même le BEP, j'y arrivais pas. Bon, ok, on va rester sur le CAP, on va le faire bien. Donc j'ai passé CAP, mention complémentaire barman, mention complémentaire sommellerie, et bien sûr le service en salle. Donc j'ai passé ces 4 diplômes, je les ai eus. Ensuite, je les ai écourtés, je les ai passés en une année en candidat libre à chaque fois, donc je les ai eus. À la grande surprise de tous les profs qui m'ont eu au départ, je les ai eus avec de très bons résultats, et du coup avec le temps je me suis bonifié et ça s'est très bien passé. Pour aujourd'hui d'ailleurs intervenir à l'école hôtelière depuis 15 ans. C'est un pied de nez, c'est marrant. À être cette fois-ci au lycée hôtelier et à la formation également, pour justement faire passer les examens et à la fois animer des conférences un petit peu aujourd'hui. Et parenthèse fermée, j'y suis sorti à l'âge de 21 ans en ayant fait des stages dans des palaces et à Cannes, entre autres. J'avais fait un bref passage à Paris, mais n'ayant pas les moyens d'y vivre, du coup j'ai dû revenir à Marseille, et ça a été pour moi une énorme déception de ne pas pouvoir sortir de cette vie. Voilà, je pense que c'est important pareil, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais de sortir de sa zone de confort et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et moi, j'ai pas eu les moyens de le faire, et je me suis pourtant donné les moyens, mais à un moment, après, il y avait la réalité, quoi. Arriver à l'âge de 20 ans à Paris, et avoir l'équivalent d'un SMIC, parce que dans ces hôtels-là, on paye vraiment pas beaucoup les employés, c'est un secret pour personne, parce qu'ils tipent énormément. Donc du coup, en tout cas à l'époque c'était comme ça, je crois que ça a heureusement évolué. Mais donc du coup, l'équivalent d'un SMIC à 20 ans à Paris, je ne pouvais pas y rester. Donc j'ai dû revenir à Marseille. J'étais déçu de revenir à Marseille. J'étais extrêmement déçu. Pour moi, ça a été limite. Je crois que je ne savais pas ce que c'était une dépression à l'époque, mais je crois que j'ai dû faire une dépression. Ouais, j'étais vraiment pas bien. Quand je suis revenu à Marseille, je revenais de Cannes, où j'avais passé quelques mois, et je côtoyais le plus haut niveau de l'hôtellerie, de la restauration au Martinez, au Carlton. Ensuite, j'avais enchaîné avec l'hôtel de Crillon à Paris. J'étais resté très peu de temps, et quand je suis revenu à Marseille, j'étais triste, j'étais vraiment pas bien de me retrouver dans une brasserie pour des siennes d'or avec un plateau à la main, et je me suis dit qu'est-ce que je fous là, putain, il y a une semaine je servais Michael Douglas, j'étais là, des stars, et j'aurais pu rester en fait, puisque j'avais des propositions de travail avec le contrat, mais je ne pouvais pas me loger. Il m'a logé un temps, et dans les chambres de bonne qu'ils avaient au dernier étage, mais elles n'étaient pas destinées sur des contrats pérennes et sur des long terme. Donc on m'a dit non, mais il faut partir maintenant. Donc je suis reparti. Je suis revenu à Marseille, voilà, à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et donc triste de rentrer à Marseille, mais finalement c'est aussi de là que c'est reparti. Oui, voilà, là c'est reparti. Donc là j'ai pris des responsabilités dans une brasserie et dans des restaurants pour le compte de patrons qui m'ont fait confiance, mais très rapidement je voulais travailler pour
étant issu d'un milieu modeste, j'avais pas les ressources financières pour pouvoir travailler, enfin, m'installer et devenir entrepreneur. J'ai dû, à l'époque j'avais fait ça, ça pourrait plus se faire aujourd'hui, mais monter plusieurs prêts à la consommation. C'est pas beau de le dire, mais enfin, c'était la réalité, parce qu'on est là pour se dire les choses. Du genre CTLM, ce genre de choses, je ne sais pas si ça existe encore. Donc j'ai fait peut-être 2 ou 3 prêts comme ça pour pouvoir réunir cette somme-là, aller voir peut-être une quinzaine de banques qui m'avaient refusé. Toutes les banques qui existaient en France, je les ai faites. Évidemment, j'ai dû, sur peut-être 15 banques refusées, j'ai eu 14 refus. Et il y en a eu une seule qui m'a dit bon, ok, on le fait. Et donc, je suis parti avec cette banque, évidemment. Mais à l'époque, j'étais j'avais eu le flair sur l'emplacement. Donc, c'est marrant, mais je ne suis jamais sorti de ce point-là qui est la rue Sainte. Donc je crois que tout le monde connaît la rue Sainte à Marseille. Et à l'époque, le début de la rue Sainte n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. C'était vraiment les prémices. Donc il y avait rien, quoi. Voilà. Et donc j'avais racheté un vieux restaurant vietnamien, un monsieur assez âgé qui voulait partir en retraite avec sa femme. Et j'avais flairé que à ce moment-là, ça allait être un moment intéressant. Enfin, un endroit intéressant, pardon. Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était un endroit? Je sais pas, je l'ai senti. Parce que je travaillais au 12 rue Sainte, donc un restaurant qui s'appelait La Ferme à l'époque. Je ne pense pas que quelqu'un connaisse ici, mais c'était ce fameux restaurant étoilé. Il y en avait très peu à Marseille à l'époque. 3, même pour très précis, dont le Petit Nice. Et j'étais au final attaché à cet endroit, parce que moi j'étais à l'âge de 15 ans et j'étais tout le temps là, et je m'étais dit, du jour où j'ouvrirai un restaurant, je vais l'ouvrir là. Et je l'ai ouvert au 8 rue Sainte. Aujourd'hui, il y a une boutique célèbre qui s'appelle Lully Golden Goose, pour ceux qui connaissent. Et j'ai acheté au 8 rue Sainte l'équivalent à l'époque. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent de peut-être 25 000 € ou 30 000 €. J'ai acheté ce restaurant. Aujourd'hui, un restaurant à cet endroit-là coûterait, bien que le centre-ville sombre un peu, mais on serait quand même autour des 250 000 300 000 €. Voilà. Donc je l'ai payé à l'époque, on va dire, 30 000 €. Évidemment, les travaux, j'ai fait avec les moyens du bord, avec les copains, avec un peu tous ceux qui voulaient bien venir m'aider, parce que j'avais pas 1 € pour faire les travaux, donc je les ai fait comme j'ai pu. Et puis voilà, et puis c'est parti, avec les quelques copains qui sont venus manger au début, l'emplacement qui a fait que, puis mon réseau de l'époque qui a fonctionné également, et là la machine la mayonnaise a pris, c'est parti. Donc ça c'était la girafe. C'était la girafe. Okay. En 2000. J'avais 24 ans. Mon premier enfant naissait, c'est français, le 1er octobre 2000, et j'ouvrais la girafe le 15 septembre 2000, donc 15 jours avant. Voilà, donc c'est pour ça que on peut marquer un temps d'arrêt là-dessus pour dire que parfois on s'empêche on se trouve des excuses, en fait le fond c'est ça, de se dire c'est pas le bon moment pour entreprendre parce que je vais avoir un enfant à ce moment-là, ou parce que il est là, c'est mon fils qui rentre. C'est marrant. C'est hyper bien mis en scène. J'avais voulu faire exprès, je ne serais pas arrivé. Et donc, on a tout fait, on est allé assez rapidement, mais on a fait tout dans la foulée. Voilà. Et donc, j'ai absorbé et les responsabilités de jeune père, et à la fois les responsabilités d'entrepreneur. Voilà. Et qui est avec ma fille d'ailleurs, je précise, qui elle est arrivée 4 ans plus tard avec un deuxième restaurant qui s'appelle
s'appelle le Z, qui s'appelait le Z, pardon. Voilà. Toujours dans le même coin. Sur le Vieux-Port. Et là, on va venir donc, du coup à une partie qui je pense, va intéresser un petit peu plus de monde aussi. C'est que, fort du succès du premier restaurant, donc très rapidement le restaurant prend, la mayonnaise prend, ça fonctionne très bien, le midi, le soir, tout va bien. Donc, moi je suis sur un nuage parce que j'ai mon fils qui naît à ce moment-là, donc je commence à goûter à l'entrepreneuriat, je commence à goûter au succès, je commence à goûter donc à la recette du succès, enfin au succès pardon, et du coup je me dis au fond de moi, donc cette ambition et ce trait de caractère, je me dis bon ben ok, j'enchaîne sur un deuxième. Et deuxième restaurant. Et un deuxième enfant également. Et de là, je trouve une opportunité sur le Vieux-Port. Donc la Girafe fait une 50aine de mètres carrés. Et là, je dis, je vais jouer dans la cour des Grands. Je viens sur le Vieux-Port, à côté du bar de la Marine, je pense que tout le monde connaît, et du nulle part ailleurs, une célèbre pizzeria. Et celui-ci fait un peu plus de 250 à 300 mètres carrés. Donc là, tout de suite, on n'est plus dans le même game. On rentre sur un schéma qui est lui différent. Mais je me dis, allons-y. Et là, je suis à cette époque-là hyper inspiré par tout ce qui se fait à Paris. Donc on en parlait tout à l'heure, on parlait des voyages, on y reviendra aussi peut-être tout à l'heure, on parlait de l'ouverture d'esprit, d'aller se ressourcer à travers le voyage, à travers des passions, enfin, on en parlera peut-être un peu plus au fond tout à l'heure, mais je passe beaucoup de temps à Paris avec la mère de mes enfants et on adore aller dîner et à l'époque aller voir ce qui se fait à Paris, parce que Paris est une source était à l'époque, et ça l'est toujours, je le confirme, parce que j'y vis aussi en ce moment. Paris est une source d'inspiration dans notre secteur d'activité, mais pas que. La ville avec le plus grand nombre de restaurants. Ah oui, oui, indiscutablement. Enfin, alors en France, c'est sûr. Je crois qu'il y a Bordeaux et Lyon ensuite, mais Paris, c'est effrayant. Le nombre de restaurants qu'il y a concentrés par arrondissement. Un quartier de prédilection? Le 10e. Ouais, enfin moi j'habite à Pigalle, donc je suis attaché au 9e, mais le quartier de prédilection c'est le 10e. Je suis beaucoup plus dans le 10e. Et surtout le 10e, c'est un incubateur à ciel ouvert, pour la restauration, le 10e, et pour tout d'ailleurs. C'est Canal Saint-Martin, tout à fait. Ça part du canal Saint-Martin jusqu'à la Villette et ça s'étend jusqu'à République. Donc c'est quand même assez vaste le 10e, jusqu'à la frontière de Bastille et ça va jusqu'à Louis Blanc, enfin ça monte comme ça, Gare de l'Est et voilà. Et après ensuite on attaque dans le 9e. Donc tout le coin 9e, 10e, selon les métiers dans lesquels vous êtes, ici vous êtes, on parlait de tech tout à l'heure, c'est hyper développé et hyper enrichissant parce qu'il y a des espaces comme celui-ci, le wagon est dans le 11e, donc, mais des espaces comme celui-ci, il y en a une multitude et surtout ça grouille de profils d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui échangent énormément. Donc, voilà. J'ai perdu le fil du coup de la discussion. Donc à l'époque, on part beaucoup à Paris, on va s'inspirer. Et je m'inspire à l'époque, il y avait l'hôtel Coste que tout le monde connaît, et le groupe Coste qui était en pleine effervescence. C'est moins le cas aujourd'hui parce qu'ils font face à une concurrence ardue en face de groupes similaires et les gars ils ne sont pas là pour déconner aussi, ils jouent dans la cour des grands. Mais à l'époque il n'y avait que les Costes et Coste ouvrait à tour de bras des restos qui étaient incroyables. C'est des Auvergnats qui savent faire. Ils connaissent bien leur métier, la restauration. Et donc, ils ouvraient beaucoup de restaurants. Et nous, on était énormément inspirés par ces restaurants qui étaient des musées. Mais
avec tout était soigné, hyper léché, la musique, l'architecture. C'était quand même des précurseurs avec, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces compilations, là, le Bouddha Bar et tout ce genre de trucs. Là, voilà. Et c'était quand même, mais les Costes, c'était un degré au-dessus. Il y avait, c'était quand même un cran au-dessus, ils avaient vraiment leur raffinement, tout était parfait. Voilà. Et donc, moi, je m'inspirais beaucoup c'était mes mentors, et j'ai voulu recréer ça à travers ce restaurant qui s'appelait. Tu as jamais échangé avec eux Non, jamais. Jamais? Non. T'as jamais essayé? Non, j'ai jamais essayé, je m'étais dit que ça allait venir, mais bon, j'ai jamais essayé. Bon, bref, mais il n'est pas trop tard, je le ferai. Je suis sûr que j'aurai l'occasion de le faire, on a plein de copains en commun, donc je le ferai. Et à l'époque, j'avais eu la présence d'esprit de m'entourer d'architectes brillants comme Rudy Ricciotti par exemple et José Morales. Et c'était devenu des copains parce qu'ils venaient beaucoup manger à la Girafe parce que j'avais aussi eu la chance de rencontrer un architecte qui maintenant n'est plus là et qui m'avait dessiné parfois. Bon, c'est les rencontres, on dit ça, mais c'est vrai, hein, le gars, j'avais pas un rond, j'avais pas une cube. Il a pris, il m'a dit écoute, et une fois il m'a dit aide-le, il m'a aidé, c'est Richard Carrégone, il m'avait dessiné comme ça, il m'a dit tiens prends ça, tu fais ça, tu vas faire des niches au mur, là tu vas faire ça comme ça, voilà, les plans c'est ça, tu fais ça, tu te démerdes avec ça. Et j'avais suivi ce qu'il a fait, ce qu'il m'avait dit, et comme il était quand même assez respecté en milieu de l'architecture, des architectes venaient, notamment donc Rudy, Morales, tous ces gars-là qui venaient manger. Et c'était devenu un peu un repère, et ensuite ils m'ont aidé pour faire mon deuxième parce que, étrangement, bon, j'avais un peu plus de moyens, mais j'avais pas les moyens de me payer un Ricciotti pour faire le resto, quoi. Donc il avait fait pareil à l'amitié en disant écoute, allez, on te le fait, tu nous ouvriras des tables. Bon, je crois qu'ils ont été gagnants parce que, avec ce qui collait à l'époque, tu nous ouvriras une table, on viendra manger, on viendra boire. Voilà. Donc ils venaient régulièrement et ceux-là à l'époque, c'était donc ça commençait à devenir des stars de l'architecture et tous ces gens-là et j'avais la chance aussi de côtoyer des joueurs de football à l'époque et qui venaient manger aussi par le biais du resto et qui venaient manger et ça a fait comme ça pareil, la mayonnaise a pris dans ce restaurant et c'était blindé, ça fonctionnait, sauf que j'ai pas été assez bon dans la façon de gérer, comment dire, j'ai pas été un bon chef d'entreprise à cette époque-là parce que déjà j'ai pas su m'entourer, j'ai pas eu la présence d'esprit. Comment j'ai pu m'imaginer qu'à 27 ans je pouvais diriger deux restaurants de cette taille-là, sans associé, sans manager, dans aucun des deux. Enfin, des managers pris à la volée comme ça. Enfin, qui étaient des copains et que je pensais être bons, mais qui sont avérés ne pas l'être. Du coup, j'ai déshabillé Pierre pour habiller Paul, parce qu'à Marseille, on n'avait pas assez de potentiel à l'époque. Je précise quand même que les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc on n'avait pas Facebook. C'était, je ne vais pas dire les débuts d'Internet, mais presque, quoi. On avait une messagerie, on avait Caramel à l'époque, hein, donc on n'était pas du tout dans les... Voilà, aujourd'hui, quand on veut atteindre, on en parlera aussi peut-être après, mais quand on cible, je vois la communication chez nous, quand on dit on veut 30 000 personnes dans le 9e, on fait une opération, on va offrir un dessert aux 100 premiers venus, les 100 premiers ils sont là, parce qu'on sait exactement la tranche d'âge qu'on veut, le profil de personnes que l'on veut cibler, on achète de la donnée, on achète à LinkedIn, à Facebook, à Instagram, on sponsorise des liens, on maîtrise, enfin, pas moi, mais on maîtrise parfaitement à la communication chez nous, enfin, du reste on pense bien maîtriser et ça fait ses preuves. Voilà, aujourd'hui on était très loin à l'époque on était très loin des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour pouvoir communiquer efficacement. Tu parlais du coup effectivement de l'association, le fait d'être un entrepreneur seul.
Oui. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment pour le coup à l'époque? À l'époque, j'aurais pris un associé en cuisine et j'aurais pris un associé en salle avec moi, voire à défaut, si moi j'étais en salle, ce qui était le cas en salle, vous l'avez tous compris, c'est dans l'opérationnel au service. Si moi je suis dans l'opérationnel au service, à ce moment-là, je prends quelqu'un en associé en cuisine et je prends quelqu'un pour piloter avec moi, quitte à lui libérer une partie du capital, les marges et l'aspect qui va être plus comptable. Voilà. Et social également. Parce que je crois qu'à un moment, je suis monté à 16 ou 17 salariés. Donc pour l'époque, vraiment c'était pour un jeune homme de mon âge, c'était beaucoup trop de responsabilités tout seul et surtout sans moyens. Parce que j'ai fait ça, c'est du bricolage, c'était du bricolage. J'avais pas de ce que l'on appelle un BFR, un besoin de fonds de roulement au départ. Je démarrais avec un compte en banque à zéro. Parce que j'avais pas, pareil, j'ai reproduit le même schéma, j'avais pas d'argent pour faire les travaux, donc j'ai fait avec ce que j'ai pu. C'est-à-dire que la banque m'avait prêté pour un deuxième point de vente que le premier marché, mais c'était pas non plus irrationnel. Elle m'avait prêté selon un modèle économique, mais ce modèle économique, naturellement, je l'ai explosé, donc j'avais pas le format de départ de business plan. J'ai tout fait comme il ne fallait pas, en fait. Voilà, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'avais pas de. En vrai, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais j'avais pas de marge de sécurité, voilà. Et comment ça s'est terminé du coup? Mais ça s'est mal terminé parce que c'est monté en flèche. Donc, à un moment, je me suis retrouvé pendant 6 mois, pendant les 6 premiers mois, avec 6 premiers mois, une année, avec les 2 restaurants qui étaient pleins. Alors, n'y voyez pas de la prétention, hein, c'est loin de là, mais j'avais vraiment le sentiment de dominer la restauration à Marseille, dite restauration branchée. Mais je vais redevenir modeste rapidement, vous allez voir. C'est qu'à cette époque-là, je me suis dit, ah ouais, mais j'ai vraiment les 2 restaurants, c'est trop cool, machin. Sauf que petit à petit, en fait, les gens qui continuaient de venir manger à la Girafe, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas venir oser parce qu'on était complet. Mais très rapidement, l'effet de nouveauté étant passé, on commençait à avoir des tables qui se libéraient. Bon, bref, j'ai vidé la Girafe pour remplir Zé. Et donc, forcément, comme je n'étais plus à la Girafe, j'avais plus d'animateur dans l'autre restaurant. Et donc, j'ai commencé à perdre de vitesse. Du coup, j'ai vendu. J'étais contraint de vendre parce que j'allais me prendre en mur. Donc, j'ai vendu le restaurant. Heureusement que j'avais acheté les murs entre-temps. On va comprendre pourquoi après. Ça m'a servi. Du coup, j'étais propriétaire, donc j'ai perçu des loyers, mais qui me permettaient juste de rembourser le crédit foncier. Je ne me suis pas enrichi dessus, mais j'avais juste du patrimoine. Et puis ensuite, je me suis retrouvé avec Zé, donc je me suis concentré sur Zé. Sauf que Zé, ça a commencé un petit peu à chuter, parce qu'à côté, il y a un bâtiment qui s'est construit, qui est visible aujourd'hui, hein, qui est entre le trolleybus et on le voit d'ailleurs, et on voit d'ailleurs aujourd'hui très nettement que à côté. Ouais, et on voit très nettement d'ailleurs, si vous passez sur le vieux port, que aujourd'hui, l'endroit où ce restaurant, où mon restaurant a été, aujourd'hui est en travaux et il y a complètement un trou et le bâtiment a été consolidé 10 ans après, même plus, c'était en 2005, donc 15 ans plus tard. Donc il y a toujours des travaux de consolidation. Donc c'était en fait à l'époque les prémices des mises en péril et des effondrements des immeubles à Marseille. Donc je l'ai vécu en 2005. Donc en 2005, la commission de sécurité dit qu'il faut évacuer ce bâtiment parce que le bâtiment est en train de s'effondrer. Et donc à l'époque, il y avait entre le trolleybus et mon restaurant une station de relevage d'égout du 7e arrondissement qui
qui appartenait donc à la CERAM. Lorsqu'ils ont déposé cette station de relevage d'égouts, tous les égouts sont remontés pour se mettre au même niveau, si vous voyez la rue Neuve-Sainte-Catherine qui est plus haut que le Vieux-Port. Sous le Vieux-Port, tout le monde sait qu'il y a de l'eau qui est sous le trolleybus par exemple, hein, qui étaient des anciens viviers pour faire l'histoire, mais bon bref. Mais il y a de l'eau dessous. Il y a de l'eau sous le Nulle-Part Ailleurs, sous le bar de la Marine hein, encore. Il y a de l'eau sous le cours des Seindorf pour info aussi. En fait, il y avait un canal. Il y avait un canal, exactement. Si on reprend les images d'archives, on le voit très nettement. Et donc aujourd'hui, c'est stable, il n'y a pas de souci, mais il y a encore de l'eau qui passe dessous. Hein, voilà. Le port ne s'arrête pas là où on le voit à cet endroit-là. Donc tous les égouts sont remontés dans le restaurant et j'avais je fais un très bref passage, des rats qui remontaient dans le restaurant pendant que les gens mangeaient. Donc là, c'était la fin. C'était la fin. C'était la fin. Là, j'ai dit, bon, ok, on arrête. Donc, catastrophe. Là, nous sommes en 2004. Et là, je dois fermer, déposer le bilan. Donc, je mets... entre-temps, je licencie quand même beaucoup de monde. Évidemment, là aussi, il faut quand même que chacun apprenne que les employés que vous allez employer plus tard ne sont pas là pour vous faire de cadeaux. Ça, il ne faut pas mettre de sentiments, absolument ne pas mettre de sentiments dans les relations avec le personnel que vous employez, parce que tôt ou tard, ça vous revient dessus. Non, c'est dur, mais c'est comme ça, c'est la nature humaine, on prend dessus, je sais pas, je suis pas expert en la matière, je vous livre juste une expérience, je ne suis pas psychiatre, psychologue, voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus sur ce sujet-là. Ce que je peux vous témoigner, c'est que parfois vous faites beaucoup de bien, vous traitez bien les gens, et en retour, vous ne recevez pas le même traitement, hélas. Toutefois, il faut quand même bien traiter les gens pour qu'ils vous traitent bien aussi, ça c'est quand même la base. Hein. Voilà. Au cas où, on le rappelle, on ne sait jamais. Je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas bien les traiter, voilà, je suis en train de vous dire qu'il faut bien les traiter, ça c'est évident. Donc on est en 2004 et tu fermes. Voilà, donc là on se retrouve, on est en 2004. Et en 2004, je suis contraint donc de déposer le bilan. Je dépose le bilan et là, entre-temps, j'avais, quand tout fonctionnait très bien, fait l'acquisition d'un appartement somptueux avec une très belle vue. Donc j'achète les murs de mon premier restaurant, les banques sont avec moi, tout va bien, j'achète cet appartement, donc je deviens jeune propriétaire au final, hein, parce qu'à l'époque c'était devenir propriétaire à 24-25 ans, c'était bien, et surtout cet appartement qui était un très bel appartement avec pour l'époque une certaine valeur. Et donc du coup, quand je dépose le bilan, je ne suis pas salarié de ma structure, je n'ai pas cotisé au Pôle emploi, je suis en TNS, travailleur non salarié, donc je n'ai droit à rien. Donc je réalise du jour au lendemain que j'ai 2 enfants à charge, une femme certes, qui heureusement avait gardé son emploi dans une grosse entreprise qui est Air France, donc qui avait son salaire heureusement. Et là, moi, je me retrouve avec 2 gosses et plus de salaire, j'ai plus rien, quoi. Et donc, j'ai tout perdu. Ce que j'avais vendu, le premier resto, m'a juste permis de solder le crédit que j'avais en cours. Et ensuite, parce que c'est intéressant de poser des chiffres, sinon, pour que tout le monde comprenne, j'ai à ce moment-là un peu plus de 400 000 € de dette. C'est une SARL, c'est une société à responsabilité limitée. Mais non, ce n'est pas une société à responsabilité limitée. Je suis gérant de cette société et je suis par conséquent caution. Parce que à l'époque c'était comme ça et c'est encore comme ça maintenant.
enfin, ça a un peu évolué. Et ça a un peu évolué. Et je ne veux pas faire de politique, mais ceux qui ont permis, un qui a permis de faire évoluer beaucoup ça, c'est Nicolas Sarkozy, même si, encore une fois, je ne fais pas de politique, mais on l'a beaucoup traîné dans la boue, mais pour protéger les entrepreneurs, son gouvernement, en tout cas, en a fait beaucoup à l'époque, c'est qu'il y a BPI qui a été créé, entre autres la CIAJ également. C'est la même chose, enfin, c'est deux organismes, mais ils ont la même action et les mêmes, et ils sont faits pour le même résultat. Mais à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, quand on signait des contrats de prêt auprès des banques, on les signait avec le sang et on écrivait des pavés, ça existe encore, hein, à la main, en me portant caution, je me porte, sans le bénéfice de discussion. Hein, et là, même si c'est une SARL, c'est une société à responsabilité limitée, et ça existe encore maintenant, donc il faut faire très attention, même si BPI contre-garantit un prêt, si vous faites un prêt de 100 000 € aujourd'hui, vous engagez sur 100 000 €, BPI contre-garantit 50 000, s'il y a un problème demain et qu'il y a un dépôt de bilan, la banque va d'abord venir récupérer l'argent chez vous, et si elle n'arrive pas à récupérer la totalité de l'argent chez vous, elle va produire ce que l'on appelle la caution BPI. Mais si vous êtes solvable, elle va d'abord venir, l'expression, passez-moi l'expression, venir vous poncer d'abord à vous, parce que c'est beaucoup plus facile de venir vous récupérer la thune à vous, plutôt que d'aller le récupérer chez BPI. Voilà, ça c'est juste une parenthèse, mais c'est important que vous l'ayez à l'esprit. Ou bien, quand vous signez un contrat de prêt, faites-vous assister d'un avocat ou d'un expert comptable ou d'un juriste ou d'un spécialiste qui va, parfois on se dit ça coûte de l'argent, je ne veux pas le faire, il faut le faire. En fait, il faut faire appel à des professionnels dans tous les domaines. Et ça coûte à l'arrivée beaucoup moins cher. Que ce soit une signature de bail, dans une négociation avec des bailleurs, il faut se faire assister d'un avocat qui est spécialisé dans l'immobilier et dans les contrats et dans les baux commerciaux. C'est un bail commercial, c'est un bail professionnel. Peut-être que c'est un peu douloureux au départ de payer sa note d'honoraire, mais à l'arrivée, croyez-moi, c'est votre capital, vous y retrouvez largement et il y a des discussions qui peuvent être entamées avec cette personne, de le payer en 10 fois sans frais, en 10 fois, bref, peu importe, mais il faut le faire, c'est capital. Si je l'avais fait à l'époque, ça m'aurait évité beaucoup d'emmerdes. Donc en parlant d'emmerdes, 2004, je me retrouve avec 400 000 € de dette, je dépose le bilan et je me dis, bon, voilà, c'est la fin. Je vous passe évidemment, et vous allez comprendre pourquoi, mais je fais quand même une parenthèse là-dessus. Cette période-là, je me retrouve avec, je travaille jour et nuit, parce que du coup je suis cuisinier, donc je vire mon chef de cuisine parce que j'ai plus les moyens pour le payer. C'est moi qui passe en cuisine. Je me retrouve avec mon plongeur, il y a des fidèles quand même, et lui il était fidèle. Mon plongeur et un apprenti pour faire l'équivalent de ce que je faisais avec une brigade de 6 personnes. Donc je travaille jour et nuit. Ma femme de l'époque, qui est la mère de mes enfants, travaillait en double en plus de ce qu'elle faisait pour son boulot, qui venait m'aider au restaurant, bien évidemment bénévolement, parce qu'on n'avait pas les moyens de payer des gens pour travailler. Donc à deux, on arrivait à bricoler, on a fait ça pendant des mois. Donc, on a travaillé comme des chiens pour évidemment 1000 balles par mois. Hein. J'arrivais même pas à me payer, quoi. Donc, voilà, c'était juste assez pour payer mon loyer. Et donc, on va comprendre pourquoi plus tard. Je dépose le bilan. Je dois quasiment 380 ou 400 000 €. Je dois un peu plus de 300 000 € à la banque, et le reste, c'est les organismes sociaux. C'est l'URSSAF, c'est la TVA, c'est quelques fournisseurs. Je dis aux fournisseurs, vous avez confiance en moi, ça va bien se passer, c'est des copains. Je vais tous vous payer, on prend la dette, on la divise, vous me
faites, si vous le voulez bien, le prix coûtant et vous ne margez pas sur moi, je fais un prêt à la consommation, je me fais prêter de l'argent, je les solde, je les paye tous. C'était pas grand-chose, c'était l'équivalent cumulé de 30 000 balles. Je les paye et je leur dis, je vais remonter une affaire, on va rebosser ensemble. Ça marche. Et ils sont ravis, ils ne se font pas planter, ils sont contents. Quand on me tient ce discours, moi je suis à leur place, je suis ravi. Ils sont ravis. Et là, je vais voir le liquidateur et je lui dis voilà comment ça se passe. Il me dit ben, écoutez, vous devez ça à la banque, moi j'envoie vos dettes. De toute façon, je vais vendre tout aux enchères, votre matériel, on ne tire rien du matériel. Et du coup, ça part aux enchères, on n'en tire rien, bref. Et je dois cette somme, je dois un peu plus de 300 000 € à la banque. La banque me dit bon ben ok, hypothèque judiciaire. Ça s'appelle une hypothèque judiciaire. C'est que même si vous n'êtes pas caution personnelle sur le prêt, la banque a le droit d'actionner une hypothèque judiciaire. Il faut savoir. Voilà. Donc, ironie du sort, celui qui déclenche cette hypothèque judiciaire est un ami d'enfance qui est un huissier, mais qui est un ami. Donc, je vais voir, qui est à quelques mètres d'ici d'ailleurs, je vais voir cet huissier, je lui dis Fabien, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Il me dit ça veut dire que je vais te saisir ta maison et tout ce qu'il y a dedans. Bon, ok, très bien. Donc lui me dit évidemment moi je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'on est amis. Donc je transmets le dossier à quelqu'un d'autre. Donc je me fais saisir cette maison pour la faire courte et je vis le bal des huissiers, quoi. Tous les huissiers qui viennent chez moi. Alors, je demandais à ces huissiers de venir quand mes enfants n'étaient pas là et quand la mère de mes enfants n'était pas là parce que c'était assez douloureux. Donc je dis, si vous pouvez venir cette tranche horaire là, c'est pas mal. Donc ils débarquent quand je suis tout seul dans l'appart. Ils font les saisies, ce qu'ils peuvent, et j'ai plus rien. Je me retrouve avec ma femme, mes 2 gosses, mais du coup on n'a plus de maison parce qu'ils me saisissent la maison. Donc je paye tout, mais j'ai payé ma dette, je dois 0. Qui paye ses dettes s'enrichit. Donc je me dis, bon, c'est pas très grave. À l'époque, quand le resto était au plus haut, le numéro 2 du groupe Galeries Lafayette, Roger Villeneuve, et Philippe Houzé, Nicolas Houzé, aujourd'hui l'héritier du groupe BHV Galeries Lafayette, venaient manger. Et dit, attends, mais nous on refait le magasin Galeries Lafayette, ils voyaient les joueurs de foot, ils étaient contents, puis moi je faisais tout le folklore qui va avec. Je mettais les gens qu'il fallait autour et tout le monde était content, ils voyaient ça, ils venaient à Marseille, ils s'encanaillaient, ils voyaient le resto qui cartonnait, on voit quand même un potentiel chez ce garçon, on va le récupérer. Donc me voilà en 2005, donc je dépose le bilan. Entre-temps, je pars en location sur un appartement, donc en effet, peut-être que les enfants étaient trop jeunes pour voir ça à l'époque, en tout cas ça les a pas du tout perturbés, mais on change d'arrondissement. Et on va vers, ça c'est un détail, en attendant je vais louer un appartement nettement plus petit et je dis ben, c'est pas grave, on va serrer les fesses, ça ira mieux demain et je vais me refaire et ça ira mieux demain. C'est ce qui se produit puisque je repars avec les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette me proposent 2 restaurants, donc ils me proposent un restaurant en entresol pour lequel je fais une brasserie qui fait un peu plus de 300 m². Et qui à l'époque était aussi un petit peu, avait un petit quart d'heure d'avance, c'est que ça ne se faisait pas, on avait laissé tout brut, c'était les premiers temps, on avait récupéré les réserves des Galeries Lafayette, où ils faisaient l'espace mariage, ça n'existe plus maintenant aujourd'hui j'imagine, mais bon, les Galeries Lafayette n'existent plus, et je crois qu'on a les heureux propriétaires, voilà, et du coup, on a cet espace-là qu'on nous met à disposition, on y pose des tables et des chaises comme c'est le cas là, et on ouvre cette brasserie. Ça marche très bien, et au-dessus, en novembre 2005, le SPOC naît. Ils me disent, est-ce que tu peux nous faire un espace d'une centaine de mètres carrés, que l'on va appeler Food to Go, où les gens vont venir de manière spontanée, prendre sur le pouce et partir. Et je dis en Food to Go, c'est vraiment dégueulasse comme nom, on va l'appeler différemment, on va l'appeler Spock. On l'appelle Spock. J'ai la seule brillante idée de déposer le nom à mon nom perso et pas à leur nom. Du coup, Spock est né. Voilà, donc. C'est le même concept que ce que c'est
aujourd'hui? Alors, c'était dans les grandes lignes le même concept, mais on est à des années-lumière de ce que c'est aujourd'hui quand même, vraiment. Mais on faisait des salades, des sandwichs à l'époque. Là, on va voir comment ça a évolué. On avait des contrats de 3 ans renouvelables par tacite reconduction. Et ces contrats, au terme de la 3e année, pour des raisons purement budgétaires, on n'y arrive pas. On dit les gars, c'est pas possible, les loyers sont exorbitants. En fait, on avait passé la barre trop haut, on n'y arrive pas. Ils sont pas trop méchants avec moi parce que malgré tout, ils m'aiment bien. Ils disent bon, ben ok, en effet, on constate que tu n'y arrives pas. Bon, ok, est-ce que tu nous dois, allez, on gomme, on met une croix dessus, prends tes clics et tes claques, ton matériel là, et tu t'en vas. Ok, les gars, je vais me mettre juste en face. Et je me mets juste en face, rue Lully, là où nous sommes encore aujourd'hui. Donc, le fameux premier Spock. Je ne sais jamais si le premier Spock, je ne sais jamais quoi dire. S'il était en 2008 ou s'il était en 2005. Bon, nous, à la communication chez nous, elles aiment dire qu'il est en 2005 parce que forcément ça fait 3 ans de plus. Ce qui est vrai en soi, il est né le 17 novembre 2005 pour être précis. Donc voilà, mais on était vraiment chez nous en septembre 2008 et là, très rapidement, le Spock cartonne. On arrive avec cette nouvelle ère de la Russin. Donc voilà, on a vraiment la Russin qui commence à prendre tout son sens, son essor. Il y a Zadig et Voltaire qui s'installe, Sessoun, American Vintage, tout le monde arrive. Et nous, on est là avec un resto où on découvre cette cuisine ouverte, des gars avec des tatous, des casquettes à l'envers, de la musique à balles, une espèce de bordel organisé. Les gens rentrent, passent en cuisine, regardent, goûtent, font comme à la maison. Et à l'époque, on ne voyait pas ça, donc du coup, tout de suite, ça part en fusion. Et je me dis, il faut absolument que je garde cette table et que je l'exporte. Et surtout que je la duplique à l'infini, enfin que je la duplique sur un réseau de franchises. Et donc, tu reviens à ton idée initiale. Voilà, je reviens à l'idée initiale et je me dis, je vais la dupliquer. Et surtout, très rapidement, je comprends que pour monter un réseau de franchise, il faut établir dès le départ des codes, des règles bien sûr, mais un cahier des charges avec des codes très forts, mais surtout énormément de communication et énormément de marketing avec une stratégie marketing très développée, presque plus au-delà de la cuisine. Mais fondamentalement, déjà par ma sensibilité, je me dis que c'est la cuisine d'abord, c'est l'humain et le marketing. Voilà, je me dis avec ces 3 éléments-là, on va les mettre en avant, on va les peaufiner comme un diamant et ça va exploser. Tu parlais de bien s'entourer d'experts, tu as fait la même chose pour le marketing? Non. J'ai pas fait. Non, mais parce que, est-ce que ça serait prétentieux de dire que je suis un expert en marketing? Je ne suis pas un expert en marketing, on va dire que je suis passionné de ça. J'adore la communication, j'adore le marketing, j'adore l'architecture, j'adore la photo, j'adore l'esthétisme et l'image. Je crois que ça se traduit assez bien dans les Spock. Donc, ouais. Vous n'avez pas récupéré les idées? Non, promis, non, vraiment. Une inspiration. Ouais, mais l'inspiration, en fait, elle vient de. En fait, je me rends compte, je me suis rendu compte hier, parce que j'en parlais avec mon fils, je dis on va partir en Islande. Mais on revient de Montréal avec ma fille cet été, je reviens 2 mois avant du Japon, 3 mois avant j'étais encore aussi à Montréal, et 3 mois avant on était à New York aussi. Donc en l'espace de 1 an, j'aurais fait 6 destinations. Bon, donc sans parler, encore une fois, de Paris, où à Paris, c'est le centre du monde pour moi, avec New York et Londres bien sûr, hein, mais Paris c'est quand même une métropole et une capitale hyper importante dans les inspirations architecturales, graphiquement, sur l'identité visuelle. Les gars, c'est vraiment des monstres dans ce domaine-là. Donc, et après, il y a toutes ces inspirations-là. Et après, voilà, j'ai aucun mérite, si ce n'est, on en parlait tout à l'heure, juste la sensibilité, en fait, que je crois qu'on a tous un peu, à des degrés différents, on est sensible ou pas, voilà. Moi, je suis peut-être beaucoup plus sensible à ces notions de marketing, ça me plaît. Si tu t'es formé ou... Non, je ne me suis pas formé. Il n'y a pas de... Non, ça m'intéresse. Alors,
en ce moment, et c'est ce que je vous invite à faire aussi d'ailleurs, si vous êtes curieux par nature, mais ça fait plus de 6 mois maintenant que j'écoute énormément de podcasts. On est dans cette tendance, ça ne vous a pas échappé évidemment, mais... On va conseiller. Oui, moi je vous conseille un vraiment qui est au-dessus de tout, c'est Pauline Léniaud. Ça s'appelle Le Gratin, pour ceux qui connaissent. Et si vous êtes en phase d'ouvrir, d'entreprendre ou de créer, ou même pas d'ailleurs, il y en a un qui, en ce moment, c'est le dernier, il a été posté hier. Je l'ai écouté hier soir avant de m'endormir. Écoutez-le, vraiment je vous conseille parce qu'elle invite une psychiatre et c'est hyper intéressant ce qu'elle dit. Elle parle de la notion du temps, elle parle de... Je vais y venir. Ouais. Où est-ce que tu trouves le temps d'écouter des podcasts? Ouais, ben, je trouve le temps dans le train parce que je voyage, je partage ma vie entre Paris et Marseille, je fais une semaine sur 2. Donc, je fais globalement 7 heures de train minimum parce que quand je suis à Paris, je pars à Nantes, à Rennes, à Rouen, à Lille, à Bordeaux. Donc je me rebraque encore 4 heures de train dans la journée. Donc j'écoute énormément de podcasts, énormément. J'ai pas la télé, non pas parce que c'est du snobisme de dire j'ai pas la télé parce qu'à Paris c'est faire bien. Non, c'est pas. Moi je suis un enfant de la télé parce que je suis un culte. Et comme j'ai pas été à l'école, je souffre beaucoup du fait de manquer de culture. Donc je me cultive par moi-même. Et j'ai appris et je me suis cultivé avec la télé. Donc je ne peux pas cracher sur la télé. La politique, je l'ai appris à travers des débats télé. J'ai compris la politique à travers la télé. J'ai compris beaucoup de choses, l'histoire à travers la télé. Voilà, donc je ne vais certainement pas cracher sur la télé. C'est juste qu'en ce moment, je trouve ça inesthétique dans mon salon. Donc je n'ai plus de télé. Donc j'écoute des podcasts. Voilà. Et donc il y a Pauline Léniaud qui est hyper intéressant comme podcast. Sinon, il y a... que j'écoute beaucoup. Après, il y a pour être très marseillais, un podcast qui s'appelle La Cité Radieuse, il y a une journaliste marseillaise qui, c'est bien, voilà, bon, là, il y a des choix dans les personnalités, je ne vais pas donner mon point de vue là-dessus, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister, ce qu'elle fait, c'est bien. Et après, il y a d'autres podcasts qui sont beaucoup plus axés sur la cuisine, mais qui m'intéressent, ça vous intéressera peut-être pas, mais voilà, mais sur un point de vue, mais déjà juste sur la plateforme, sur iTunes et sur Margellan, je crois que ça s'appelle, c'est la nouvelle plateforme qui vient de se mettre en place, hein, c'est ça. Hein. Bon, elle est payante hélas, mais c'est hyper ciblé pour le coup, business, il y a plein d'activités comme ça. Donc si vous êtes intéressé par la mode, si vous êtes intéressé par la musique, par l'audiovisuel, par la tech, par plein de... Voilà. Mais déjà, avec Le Gratin, je crois qu'il y a une vingtaine d'épisodes, il y a beaucoup à faire. Sur la cuisine et la restauration, c'est quoi? Moi, j'écoute À Poil, je crois, qui est vraiment intéressant. Après, je pourrais te les donner, je les ai là sur le téléphone, de Patate, je crois que ça s'appelle, je vais te les donner pour être précis, mais après c'est vraiment technique cuisine, quoi, tu vois, c'est un peu ennuyeux, je sais pas si ça te plaît, c'est... Moi je suis associée chez Spotify. Alors ça va te plaire, ouais. Mais je te donnerai, je te dirai. Voilà, mais les podcasts c'est hyper enrichissant en ce moment. Et on parlait justement du temps, ça ressemble à quoi une journée de Christophe? Alors tout à l'heure on parlait du temps en effet, et je disais, et du coup ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est très important, ce que j'ai réussi à faire là depuis peu, c'est prendre du temps pour moi, prendre du temps pour ma famille, pour mes amis, et quand on prend du temps pour soi, c'est très cliché de dire ça au final, parce que c'est la mode de dire ça, mais c'est forcément pour ses passions. On parlait du théâtre, on parlait du chant, de la musique, on parlait de... moi j'aime le yoga, j'aime la musique, j'aime la photo, j'aime le voyage, donc c'est prendre du temps pour soi. Avant j'avais des complexes pour dire je pars en week-end 3 jours, là aujourd'hui je dis au bureau les gars je suis pas là, vendredi je travaille pas. Bon, ça choque plus personne, ok, je fais quoi, je me casse, je pars 3 jours là-bas, voilà. Donc, mais c'est hyper important et chacun sait, tous ceux qui bossent avec moi savent que je me régénère avec ça, avec ce temps-là. Et si je ne l'ai pas, je suis à fleur de peau, je vais être un peu plus énervé, un peu moins tolérant. Et puis j'en sais rien, mais je crois qu'on est tous pareils, hein, c'est pas seulement moi, mais c'est vrai que c'est dur de passer ce cap psychologique, de dire
je finis plus tôt parce que je vais aller boire des coups avec mes potes, parce que je vais m'occuper de ma femme, je vais m'occuper de mes gosses. Et c'est hyper dur de le faire, mais il faut absolument le mettre en pratique. C'est très bénéfique et on le ressent après, et ça aéré l'esprit pour ça. Voilà. Donc une journée type, moi c'est vraiment, je commence tôt le matin, enfin tôt à 8h, une heure normale, mais pour Paris c'est tôt, mais à 8h je commence. Et puis après, je fais très souvent des déjeuners, et oui, dans les SPOC évidemment, parce que du coup ça m'aide à développer et à montrer le concept soit à des futurs partenaires évidemment. Et puis ensuite, mais j'essaie quand même d'aller déjeuner aussi ailleurs pour voir ce qui se fait, mais étrangement pas dans mon secteur d'activité, pas dans la restauration rapide, parce que je ne sais pas pourquoi ça peut choquer, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas de voir, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas pourquoi, c'est con, mais ça ne m'intéresse pas de voir ce que les autres font en fait, dans mon secteur d'activité. C'est idiot, hein, mais parce que en fait, les inspirations sont ailleurs. Elles sont ailleurs. Alors déjà, elles sont à Paris, à Paris ou à Londres ou à New York, où là on était à Montréal. À Montréal, je me suis énormément nourri de tout ce qui se fait, et avec Lily, du coup, on est allé déjeuner dans plein de petits restos. C'était hyper cool de voir comment les Anglo-Saxons et comment les Canadiens, leurs habitudes, comment ils déjeunent. Mais à Paris, en fait, à chaque on parlait du 10e arrondissement, mais dans le 10e, il y a des rues comme Faubourg Poissonnière, Faubourg Saint-Denis, Faubourg Saint-Martin qui sont truffées, ou le canal Saint-Martin, qui sont truffés de lieux de restauration de midi, qui n'est pas de la restauration rapide, mais c'est hyper inspirant de voir comment les gars bossent, d'observer leur tenue, d'observer leur approche client, leur relation avec la clientèle. Tout va à la vitesse de la lumière en fait, parce que aussi là-bas, on s'évade un peu, mais c'est peut-être intéressant, ils ont des applis pour tout. Nous on ne s'en rend pas compte à Marseille, on est un peu, ça commence à venir, mais et je vois par exemple à Paris, et c'est pour ça que c'est très important pour nous d'être présents, que Spock soit à Paris. C'est pour ça que je passe énormément de temps là-bas, parce que chaque jour que je passe là-bas, j'ai en moyenne 2 à 3 meetings avec des acteurs de la nouvelle technologie, avec des créateurs d'applis, donc que vous logez au wagon d'ailleurs, qui vont créer une appli. Alors, parfois, je ne vous cache pas pardonnez-moi, il y a de la merde, hein, non mais c'est vrai, il n'y a pas que du bon dans tout ça. Il n'y a pas que du bon, mais il y en a quand même qui sortent des applis, il fallait y penser. Et nous, restaurateurs, alors, paraît-il qu'on est la source d'inspiration la plus répandue, parce que dans la restauration, c'est pour ça que le métier évolue considérablement. Pour ceux qui veulent se lancer dans la restauration, aujourd'hui, il y a vraiment des applis qui n'existaient pas encore il y a quelques temps, ou dans l'hôtellerie d'ailleurs, dans l'hôtellerie-restauration, dans le loisir ou dans le service à la personne. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des tonnes de startups qui se lancent dans ces marchés-là sur générer des commandes. Un exemple précis, dans la restauration, nous à l'époque, on prenait un papier, un stylo, on finissait notre service, on marquait demain il faut 3 kg de pommes de terre, 2 kg de carottes. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On a un logiciel pilote, pour nous qui s'appelle Chiller, qui est un logiciel de caisse, d'accord? Mais les fondateurs de Chiller, qui ont des cerveaux surdimensionnés, se sont dit on ne va pas s'arrêter là, on va plugger. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils en sont à 160 modules d'appli qu'ils ont plugués à leur propre appli. Donc ça veut dire que, pour mieux comprendre, Chiller a des partenaires comme nous, on travaille avec un autre partenaire qui s'appelle Glu, qui s'appelle Pongo maintenant, qui est un programme de fidélisation dématérialisé. Programme de feed. Avant, on avait des cartes, vous mettez un tampon, vous avez des petits tampons, vous avez droit à une coupe de cheveux offert ou un café. Bon, aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. C'est un smartphone, vous arrivez avec ton smartphone, vous appuyez 2 fois, ça bip, voilà. Et ça, c'est même encore dépassé. Parce que les QR codes et tout, en fait, on s'est rendu compte que c'était moyen.
Donc maintenant, La meilleure interface, c'est c'est soit- pas l'interface. ouais, soit ça arrive demain, la reconnaissance avec le doigt, enfin on l'a tous, hein, ça arrive pas demain, on l'a tous sur le téléphone. Donc vous arrivez, vous mettez votre doigt sur l'iPad. Salut Christophe Julie, ah mais ça fait 15 jours qu'on t'a pas vu, machin, pendant que le gars fait pas de perte de temps, pendant qu'il met dans le sac et qu'il encaisse. Ok, tu payes via nous ou via comment tu payes, machin. Ok, je paye comme ça, très bien. Donc on sort plus d'argent, tout est payé via le doigt. Et en plus on cumule des points. Et ce cumul des points, il y a une autre appli qui s'occupe de récupérer les datas au cas où Glu et encore un temps de retard, il y en a un qui allait encore plus vite, je t'en parlais tout à l'heure, qui a monté une boîte qui récupère toutes les données de celui qui a mis son doigt et qui va nous dire comment il s'appelle, s'il est brun, s'il est chauve, où il habite, quels sont ses trajets, s'il prend la ligne 14, où il sort, où il sort, quelles sont ses habitudes, où il va boire des coups, parce que quand il s'est, vous ferez le test, c'est effrayant, quand il s'est connecté à Instagram, il était Canal Saint-Martin, et après, il est allé à Répu, il s'est connecté à l'équipe. Donc l'équipe va dire à cette boîte-là qui s'est connectée à 19h15, et l'autre, Instagram, va dire qu'il s'est connecté à 19h. Donc ça veut dire qu'il est allé du canal à Répu, mais il est allé où? Ah, il est allé dans cette salle de sport, ok. Voilà. Et donc, cette boîte-là, Resteo, va nous dire tout ça. Elle va nous vendre tout ça. Et en fait, ça, on se rend compte que ça s'appelle la data, c'est les données. Et qu'est-ce que c'est les données aujourd'hui? C'est le pétrole de demain. Parce que le pétrole, c'est la richesse aujourd'hui du monde. Mais demain, et même aujourd'hui en vrai, c'est les datas. C'est nous, voilà. Vous faites le test, là vous posez votre téléphone ce soir, vous parlez de natation, demain je dois aller nager, je sais pas, j'ai mes lunettes qui ne fonctionnent plus, j'ai des palmes, voilà. Vous vous connectez, vous laissez un peu de temps, vous connectez sur Google demain, vous allez recevoir une fenêtre. Poetcha, Decathlon, promo de machin. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Alors le plus répandu, ça va vous faire sourire, mais personne ne m'en veut. C'est les sites porno. Vous vous connectez, personne ne se connecte sur les sites porno ici, mais pour ceux qui sont concernés, étrangement, le lendemain, vous recevez un mail avec coucou toi, Christophe du 13, tu veux pas me rencontrer? C'est curieux, mais c'est pas anodin. Donc là, c'est via l'URL, donc ça c'est encore un peu à l'ancienne, mais là aujourd'hui, c'est via toutes les connexions data. Alors voilà, donc pour revenir à ça, au sujet, c'est toutes ces applis-là, elles existent et elles sont très comment dire, très actives, surtout à Paris, et ça commence à venir à Marseille, parce qu'on a quand même des belles boîtes à Marseille et des gars qui font de belles choses aussi ici. Mais voilà, la source d'inspiration, elle est vraiment là-bas. Mais c'était pas du tout le sujet, je crois. Je sais plus où est-ce qu'on en est arrivé là, mais j'avais quand même envie de rebondir là-dessus. Le sujet initial du talk, c'était les échecs. Ouais, on l'a bien parcouru là. Mais on n'a pas du tout parlé de réussite pour l'instant. Quand même. Et voilà, on n'a pas parlé. Justement, comment est-ce que tes échecs, dont tu nous as largement parlé, ont nourri ce que Spock est devenu aujourd'hui? Est-ce que toi, tu es devenu aujourd'hui? Oui, alors en fait, évidemment que c'est cliché de dire que d'une erreur, et on pourrait citer des tonnes de citations de passer de Mandela, je ne perds pas mais j'apprends, voilà, on peut en citer plein, et en effet, aussi ce qui relève, moi aussi je trouve, c'était une interview que j'avais vue de Jordan, un journaliste qui lui disait, mais comment vous faites pour faire des paniers pour avant de faire un panier comme ça, j'en ai fait 1000 à côté, sauf que personne parle des 1000 et tout le monde parle de celui-ci. Bon, bref. Donc c'est pareil, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. L'idée c'est de se dire, à un moment, aux États-Unis, en France, on a encore un problème avec ça, et en Europe de manière générale. On a un problème avec l'échec, on a un problème avec l'erreur. Évidemment, vous faites le test, vous allez voir un banquier ou même un investisseur, où il dit je me suis planté, voici l'erreur, il ne vous prêtera pas d'argent. Il va vous juger d'abord pour commencer, et ensuite il ne vous prêtera pas d'argent. Moi j'en ai terriblement souffert de ça quand j'allais voir les banques pour me refaire, et que les gars me disaient, les banquiers me disaient non mais tu as déposé le bilan, et qu'en plus ils vous jugeaient, quoi. Je
je passe que c'est beaucoup trop long, mais je ne peux pas vous dire le nombre de mépris auxquels j'ai eu droit de jeunes sortis de l'école de commerce qui avaient à peine 24, 25 ans, qui se permettaient de me juger, et moi qui sortais de cette épreuve extrêmement douloureuse avec mes 2 gosses, et que j'allais le voir pour lui demander un crédit, qui se permettait de me dire mais attendez, vous avez fait quoi, vous avez planté monsieur, c'est une honte, bref. Donc tout ça pour dire qu'en effet, il faut apprendre de ses erreurs, et ces erreurs-là, c'est terriblement important, et elles font étrangement beaucoup de bien pour se reconstruire plus tard. Et ça, les anglo-saxons l'ont très bien compris. Aujourd'hui, dans un CV ou tout simplement dans un entretien d'embauche, il fait presque, ça fait presque bien de dire que l'on a connu l'échec et surtout qu'on a su se relever. C'est ça le plus important, parce que connaître l'échec, c'est un fait, mais il faut, quand vous avez un genou à terre, ne pas mettre le deuxième, savoir ne pas le mettre et surtout se relever de tout ça. C'est quelque chose qui te permet de choisir aussi des personnes qui vont être amenées à gérer tes franchises. Non, parce que là, peut-être qu'on va du coup aussi rentrer dans le vif du sujet, mais le métier de franchiseur, c'est un métier qui est extrêmement passionnant et du coup extrêmement complexe, parce qu'on doit, pour ma part, je dois faire le choix d'un franchisé en 2 heures de temps. Un franchisé qui va rester avec nous pendant 7 ans. Donc ça veut dire que si je me trompe, j'ai un loup dans la bergerie pendant 7 ans. Là, un exemple très précis, on échange, tout va bien. À la fin, ou demain, peu importe, une personne dans l'assemblée me dit: Christophe, en vrai, j'ai été emballé par le récit. Bon, bref, et j'avais l'idée de venir intégrer le réseau de franchise, de changer de vie, parce que c'est le principe de la franchise, c'est la reconversion professionnelle et c'est le changement de vie. C'est ce que nous, on prône, et c'est ce que la franchise, de manière générale, met en avant également. Je veux changer de vie. Comment on fait? Comment ça se passe? Donc nous, le circuit classique, il rencontre mon assistante Sophie, qui va faire un premier casting à leur rencontre. Elle échange avec lui, elle essaye de comprendre sa motivation pour intégrer notre réseau. Deuxième étape, il fait une immersion chez nous, il comprend comment le spot fonctionne et comment fonctionne un restaurant. Il a franchi les 2 étapes, il est emballé, il revoit Sophie à la fin de sa journée. Il remonte au bureau, il dit: là vraiment je suis très emballé, j'ai vraiment envie d'intégrer votre réseau, il y a toutes les valeurs que je partage aussi, votre ADN, je suis fan, tout ça, je veux tout, moi je veux tout, je veux devenir comme eux, je veux changer de vie. Nous on dit: attends, réfléchis. Tous les franchiseurs sont des personnes qui sont reconverties? Tous les franchisés, je veux dire. Oui, c'est le principe de la franchise, ouais. Le principe premier, c'est la reconversion professionnelle. Ouais. C'est la définition juridique, au sens vraiment juridique du terme de la franchise, c'est la transmission de savoir-faire. C'est-à-dire que demain, en cas de contentieux devant un tribunal, les magistrats vont étudier et vont analyser la transmission de savoir-faire. Est-ce que la transmission de savoir-faire a été correctement transmise? Voilà, c'est le principe. Donc, le candidat qui vient chez nous n'a pas le savoir-faire, on lui transmet le savoir-faire, il nous paye pour ça, et voilà. Et le tout, nous, ce qu'on met en avant, c'est de prendre du plaisir, et c'est le côté humain avant tout, c'est ce que Spock met en avant par rapport peut-être à d'autres franchises, je sais pas, voilà, mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, pour finir sur ceci-là, c'est une fois qu'il a fait sa journée d'immersion, Sophie le revoit, il dit: je veux tout ça, ok, très bien. Et on lui demande de faire appel à des franchisés. Par exemple, nous aujourd'hui, on est 31 dans le réseau, on demande d'appeler 5 ou 6 franchisés, d'aller les visiter, de leur téléphoner. Et il va les visiter, il va leur téléphoner, il va leur parler. Nos meilleurs commerciaux, ce sont nos franchisés. Donc il va leur parler, et les franchisés vont témoigner de leur quotidien et vont dire à quel point ils sont heureux d'être chez nous, ou pas. J'ai l'impression que c'est plutôt le cas, et ils sont plutôt heureux. Et enfin, je leur dis toujours: posez-leur la question: est-ce que si c'était à refaire, est-ce que vous le referez?
est-ce que demain, si votre contrat arrive à terme, et si demain on vous dit voilà, soit tu recommences, soit tu t'arrêtes, est-ce que tu recommences? Et si le franchisé te dit qu'il recommence, bon, voilà. Donc ensuite, moi à ce moment-là, je ne l'ai pas vu, le franchisé. Et oui, je ne l'ai pas vu moi. Je le vois quand il revient pour la 3e fois. Et là, à ce moment-là, ben, salut, comment tu vas? Bon, ben, toi tu es Julie, ouais, c'est cool et tout machin. Et toi, ben, moi je m'appelle Sébastien. Puis, ouais. Voilà. Et là, à ce moment-là, ben, je dis Sébastien parce qu'on a signé avec un Sébastien la semaine dernière. Et je ne l'avais jamais vu. Et je l'ai découvert, mais je suis allé à Bordeaux avec mon contrat sous la main. C'est la 31e ouverture. 31e ouverture et 31e signature. Et j'ai posé le contrat et je l'ai retourné. Je dis, on ne va pas signer maintenant. On se regarde et on va discuter. Et tu vas me parler de toi, tu vas me parler de. Et le gars, au bout de, je sais pas, 1 heure, il dit bon, on signe, pas pressé. On va boire une bière, on va discuter. Je voulais voir un peu comment il se comportait. Et ce qui est très étrange, ça vous paraît peut-être un peu. Peut-être un peu, ça va vous choquer d'ailleurs. J'avais besoin de. Comme je ne le connaissais pas dans l'intimité, parce qu'encore une fois, on ne connaît pas les gens, j'avais besoin de voir comment il réagissait quand il était un peu pompette. Et oui. Parfois on voit. Et oui, parfois il y a beaucoup de personnalités qui ressortent quand ils ont un coup dans le nez. Et donc j'avais besoin de. Alors, je ne l'ai pas forcé, hein, mais c'est le midi, je précise. Donc on déjeune, on prend. Et là, moi, la nana arrive, la serveuse arrive, oui, une bouteille d'eau pétillante. Et je lui dis, tu veux boire quelque chose? Et il me dit, et là, quand il hésite, ça veut dire si tu prends un verre, je prends un verre. Bon, oui, ok, alors, on va prendre une bière, je finis sa bière, je vois qu'il boit bien sa bière, je dis, on va prendre une deuxième bière, on prend une troisième bière, on va prendre une troisième bière. Et le gars, il picole. Tu fais ça à chaque fois? Quand je peux le faire, je le fais, ouais. Et lui, et moi, je ne suis pas non plus un grand buveur, mais entre-temps, je vais voir la nana et je lui dis, c'était chez les copains, pour tout te dire, c'était à Bordeaux, chez Darwin, pour ceux qui connaissent. Et je vais voir la nana, je lui dis, moi, par contre, à partir de maintenant, tu me sers des bières sans alcool. Et donc, moi, je suis à la bière sans alcool. Et oui, moi, je suis à la bière sans alcool, et lui, il est à la bière avec alcool. C'est pas juste, je te l'accorde, Et du coup, on boit des verres comme ça, et puis, il s'est hyper bien comporté, tu vois, et là, et puis on a signé, et puis bon, voilà, ça s'est bien passé, et voilà. Mais ça a révélé des choses? Ça a révélé une certaine sérénité, il était assez posé, assez joyeux, assez... tu sais, après, quand tu fais, on a tous peut-être soit suivi, soit lu des études sur le comportement, sur la gestuelle. Tu apprends beaucoup de choses, tu vois, sur la gestuelle. Voilà, moi, c'est un moment, ça m'a passionné. Tu vois, par exemple, là, toi, je vois, tu sembles très attentive à ce que je dis, parce que du coup, là, tout de suite, ouais, tu viens en avant vers moi, alors que tout à l'heure, voilà. Et du coup, tu lis ça avec, par moment, mais par contre, c'est intéressant d'étudier la façon dont tu croises tes jambes, c'est hyper intéressant de. Mais là, toi, tu es plus ouvert, du coup. Tout à l'heure, tu vois, soit ça t'intéressait moins ce que je te disais, ou soit. Et là, tout de suite, ça. C'était pas ça. Alors. Mais non, mais là, au final, c'est la même chose. Oui. Non, parce qu'aller de ce côté-là. En fait, là, elle est avec moi, elle est tournée vers moi. Et oui. J'étais avec le bébé. Et là, tu vois, il est plutôt. Il réfléchit, il est pas fermé, mais il n'est pas très ouvert non plus. Là, il m'analyse en fait. Il réfléchit, il ne sait pas. Là, il m'analyse et de la même manière, là aussi, tu vois, c'est un peu drôle. Donc, il est là, il est comme ça, il écoute, il est attentif, tu vois. Voilà. Et tes franchisés, ils s'associent avec un cuisinier ou Oui, alors parfois, moi, c'est ce que je leur conseille. Mais c'est pas donné à tout le monde, mais de pouvoir trouver la bonne personne avec qui tu t'associes. Non, en fait, ils s'associent
pas avec un cuisinier parce qu'ils sont dans l'opérationnel. Nous, en fait, le profil de franchisé, c'est contractuel chez nous, c'est un opérationnel sur place. On ne prend pas d'investisseur, ça ne nous intéresse pas. Si tu veux, un gars, demain, tu me dis, Christophe, j'ai 100 000 balles pour faire un SPOC, ça coûte 100 000 balles, ou j'ai 200 000 balles, je fais 2 SPOC, j'en fais un là, j'en fais un là, mais je n'y travaille pas, ça ne m'intéresse pas. Je te dirais non. Je te dirais non, sauf si tu me dis, j'en fais un et je m'associe avec soit un copain, soit tu me dis, j'ai pas de copain, j'ai pas envie d'avoir un ami associé avec qui, ok, pas de souci. À ce moment-là, je te donne un canal sur lequel tu vas pouvoir trouver un associé minoritaire. Tu lui libéreras à minima, je te demanderai de lui libérer 10% du capital, mais tu lui libéreras 10, 20, 30% du capital, voilà. Et tu t'associes avec lui, mais lui sera opérationnel. S'il n'est plus opérationnel, tu perds ton contrat. Opérationnel, il est dedans, cuisinier. il travaille. Ah, non, pas forcément. Pas forcément. Cuisinier de préférence, c'est le mieux, qui peut le plus. Mais s'il est manager du lieu, ça me va aussi. Ouais. Moi, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est que lorsque je visite un lieu, je veux un patron en face de moi avec qui je peux discuter. Enfin, nous, notre équipe, on veut un patron dans un restaurant. On ne veut pas des salariés, même s'ils sont responsables, on s'en fout. Même s'ils sortent des grandes écoles, on s'en fout. On veut un patron. On veut quelqu'un qui soit actionnaire dans le capital, qui pilote le projet, qui soit patron dans son affaire. S'il n'est pas patron, on ne prend pas. Voilà. Après, peut-être que vous allez avoir aussi, ce serait bien que vous ayez des questions aussi, mais est-ce que peut-être sur l'ascension de Spock, pour que ça vous nourrisse vos questions plus tard? Moi j'ai une question de à quand les 100 du coup, parce que tu nous as parlé d'un objectif de 100. Déjà 30, c'est beaucoup, ouais, comment? Non. Ouais, en fait, dans la vie d'une franchise, ce qui n'est pas évident aussi pour moi, c'est que, je crois que vous l'avez compris, je n'ai pas d'associé encore aujourd'hui. J'ai jamais eu d'associé et j'en ai pas aujourd'hui. À la question, si elle est posée, est-ce que tu en souffres de ne pas en avoir? La réponse est oui. Par moment, ça me manque énormément. Comment tu compenses du coup? Alors, je compense par mon assistante qui joue un rôle qui n'est pas là, qui devait venir, bon bref. Mais je commence qui joue un rôle qui est vraiment très impliqué, qui est de ma génération, qui est une amie au départ et qui nous a rejoint il y a 3 ans, et qui, elle, pour le coup, historiquement, a connu Spock. Quand elle est arrivée, on avait 11 restaurants, on en a 31 maintenant. On en a ouvert 20 ensemble. Donc, est-ce que c'est un hasard chronologiquement le fait qu'elle soit là? Je ne pense pas. Je pense qu'elle a vraiment permis de pousser vraiment très fort là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je m'entoure de Sophie, par exemple. Et là, ces derniers temps, j'ai réussi. Je n'étais pas toujours doué pour ça. Mais là, je commence à bien m'entourer au bureau. Avec une personne au marketing et à la directrice c'est la directrice de l'image, qui est vraiment très très bien dans ce qu'elle fait, qui est une experte du coup du développement de réseau, qui a fait ça à Londres et à Paris et qui fait ça chez nous maintenant, et c'est génial. D'une bonne DAF, j'avais pas ça, maintenant j'ai compris ça. Je dépense de l'argent pour quelqu'un qui gère mon argent et du coup ça me fait un bien fou, je peux me concentrer sur autre chose. Et voilà. Donc là maintenant, je me suis un peu élevé par rapport à ça. Et j'ai été très archaïque à l'époque. Et c'est, je crois, peut-être le fait de ne pas avoir fait d'études. Là par exemple, je crois que c'est un peu une lacune. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont certainement dû faire des écoles de commerce ou ont suivi des études, j'en suis sûr, dans le marketing, dans la stratégie. Et on a dû vous apprendre ça à l'école. On a dû vous apprendre, je pense, à déléguer aux bonnes... alors, on ne sait jamais si c'est les bonnes ou mauvaises personnes, mais à déléguer et surtout de dire, un moment, tout ce qui est pas cher est trop cher. C'est-à-dire que si on cherche à gratter sur des postes, ça nous revient comme un boomerang à un moment donné. C'est-à-dire que j'ai dans mes franchisés qui sont devenus des copains, qui ont fait eux des écoles de commerce et qui très rapidement ils m'ont appris aussi à prendre des gens, à s'entourer de bonnes personnes, à bien les payer, mais avoir des bonnes personnes dans tout, comme ça permettait de faire en sorte qu'ils fassent autre chose. Et moi je ne le comprenais pas, ça me dit pourquoi
Mais non, ça coûte trop cher, tu peux le faire toi. Mais mec, si je le fais moi, je vais perdre un temps fou. Et si je fais ça, je ne vais pas pouvoir faire autre chose. Et j'ai mis du temps avant d'intégrer ça. Et maintenant, je commence à l'intégrer. Il n'est pas trop tard, mais voilà, je commence à l'intégrer. Je continue de faire des erreurs encore sur ça. Pourquoi tu n'as toujours pas d'associé à la fin? Mais parce que j'ai l'impression qu'il est trop tard. Tu vois? Il n'est jamais trop tard, tu as raison, c'est vrai ce que tu dis. Mais tu sais, c'est terrible. Parce que je me dis que je suis près du but. Et que s'il vient maintenant, tu vois ce que je veux dire? Parce que, non mais, en fait, c'est particulier. Comment je pourrais faire pour aller au fond des choses? Mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Bon, je vais essayer d'être très concis. Le modèle de franchise, si tu veux, il y a plusieurs leviers dans le modèle de... Mais ça vous intéresse le modèle de franchise? Vraiment? Bon, sinon je ne vous en parle pas. Donc, dans le développement en franchise, le franchiseur, il a les sources de revenus, il a des sources de revenus de la manière suivante. Les redevances des franchisés, nous on prend 5% de royalty. Les droits d'entrée, donc quand vous venez chez Spock, vous payez un droit d'entrée de 28 000 € et ensuite 5%. Donc 5%, ok, 28 000 €. Chez nous c'est 28 000, chez Sushi Shop c'est 50 000, chez McDo c'est, je sais pas, 200 000 je crois, enfin peut-être moins 100 000. Bon voilà, chacun a ses droits d'entrée. Et on ne va pas rentrer dans le débat du droit, enfin sauf si ça vous intéresse, mais comment on évalue le droit d'entrée, c'est trop compliqué, bref. Donc du coup, il y a le droit d'entrée, les redevances, ensuite il y a les remises arrière des fournisseurs qui, comme on leur apporte un volume de chiffre d'affaires, de l'autre côté, ils nous rétrocèdent. Voilà. Et ensuite, il y a... ça, c'est ce qui va créer de la valeur à la tête de réseau. La tête de réseau, c'est moi, c'est le franchiseur. Ok? Il y en a 3. Et donc, j'y viens. Et la quatrième source de revenus, la quatrième source de valorisation de la tête de réseau, c'est les restaurants propres. Pourquoi c'est les restaurants propres? Parce que les restaurants propres, on crée des fonds de commerce. Alors, soit on les achète, soit on les crée. Ça, tout le monde sait la différence. Ok? Mais à l'arrivée, c'est la même chose. C'est-à-dire que le restaurant, il a une valeur, on va dire d'une manière très bateau. On fait 500 000 € de chiffre d'affaires, on a 10% de résultats, en résultat net, ce qui fait 17% de BE. S'il y en a qui ne suivent pas, je m'arrête et je l'explique, je n'ai pas de problème avec ça. Hein, mais 500K de chiffre d'affaires, 500 000, 10% de résultat net, 50 000 €. L'affaire est relativement saine, le gérant se paye, on ne voit pas de mauvaises lignes un peu cachées, tout est propre, hein, je parle juste mal propre. Ça veut dire qu'on dit que l'affaire vaut, on va dire de manière très bateau, hein, 500K. Elle fait 500K de chiffre, elle en vaut 500K. Dans la restauration, ça c'est pas vrai tout le temps, mais on va dire que c'est ça pour faciliter la chose. Donc, ça c'est la quatrième source de valorisation du franchiseur. C'est-à-dire que si ce restaurant, il appartient au franchiseur, ces 500K viennent à la tête de réseau franchiseur. D'accord? Ça, c'est les 4 sources de revenus basiques, lambda. Au plus, on va acheter des restaurants, nous, franchiseurs, au plus, on va créer de la valeur. Si tant est que les restaurants ne perdent pas d'argent et se portent bien. Parce que c'est des restaurants, ce sont des commerces. Vous allez me dire, attends, ça cartonne, c'est pas que ça marche. Ouais, ça marche. Mais moi, je suis un commerçant comme mes franchisés, comme peut-être certains d'entre vous. J'ai des hauts et des bas. Et parfois, je monte des affaires et les chiffres, ils ne sont pas tout le temps là, tout de suite. Ils ne sont pas tout le temps là rapidement. Ils sont pas... Parfois, j'ai des hauts et des bas aussi. Je peux, moi aussi, perdre de l'argent sur une affaire. Et je l'ai fait dans le passé, je peux vous assurer. Donc, perdu de l'argent dans une affaire. Donc, dévaloriser le quatrième point. Et là, c'est la cata. Parce que du coup, si je perds de l'argent... Alors, si j'en ai une dizaine et que je perds, s'il y en a un ou deux qui perdent de l'argent, c'est pas très grave. La tête de réseau, elle a du pognon, elle peut en réinjecter. Donc, c'est la société mère, c'est ce qu'on appelle une holding. Elle a ses filles et elle en donne à ses filles. Mais si ça perd un peu, c'est pas très grave parce que parfois on fait des choix.
stratégique. Nous, on a fait le choix d'être gare de Lyon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris le train à Paris, sur les conteneurs. Voilà, avec un K-pop. Bon, s'il était là, Guillaume, il pourrait en témoigner. On n'a pas gagné 1 euro, hein, et on en a même perdu. Mais bon, enfin, on finit lundi prochain. Comment? Mais on y est allé parce que c'est un panneau publicitaire énorme. On a 2 4x3 monstrueux. On est Instagrammé, on est reposté en permanence toute la journée. Moi, je ne compte plus le nombre de copains qui vont là-bas, des clients qui nous ont dit ah mais sport, machin. Derrière, ça nous a forcément fait. Mais ça, c'est purement de la stratégie, c'est la stratégie marketing. Ça veut dire que là, on sait qu'on a perdu de l'argent, mais on l'avait budgété. C'est un investissement, on s'en fout. Maintenant, si on fait un mauvais investissement, qu'on perd de l'argent sur un point de vente, du coup, alors on ne dévalorise pas la tête de réseau en haut pour l'instant. On ne la dévalorise pas, mais on ne lui donne pas de la valeur parce qu'elle perd de l'argent. C'est arrivé? Oui. Et ça veut dire que voilà comment on crée de la valeur. Donc, ça me vient à ta question. J'y viens. Donc, du coup, on crée de la valeur à la tête de réseau. Pourquoi tu fais rentrer un associé aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, chaque fois que je fais rentrer chaque fois qu'il y a un franchisé qui rentre, j'encaisse 28 000 euros. Enfin, la société encaisse 28 000 euros, pas moi. La société encaisse 28 000 euros. Donc, c'est de la trésorerie qui rentre pile, boum. On est en train de faire un audit. On va voir à peu près combien nous coûte un candidat. Comment tu fais ça? Non. Moi aussi, j'ai découvert ça. Il me dit ça. Je dis, mais comment tu fais? Il me dit, ouais, on va analyser, on va creuser, on va dire, voilà, combien de temps tu as passé pour aller recruter un franchisé. Voilà. Voilà, toujours les mêmes, hein, les mêmes cerveaux qui vont retirer les données. Ils m'ont dit, non, tu vas voir, nous, on va t'expliquer combien ça te coûte un franchisé. Je dis, bah, j'aimerais bien savoir. Donc là, on voit à peu près combien nous coûte un franchisé, mais en gros, c'est pas un secret de te dire que c'est rentable. Le franchisé qui vient avec 28 000 euros de droit d'entrée, c'est rentable. Donc, là, pour le développement en franchise, je n'ai pas besoin de lever de fonds, je n'ai pas besoin d'argent pour ça, parce que ma trésorerie me suffit pour pouvoir me développer. Comment je me développe? Je me développe avec de la ressource humaine, avec des gens qui me rejoignent, comme là, je viens de recruter Saskia à l'image et à la com. C'est un salaire, mais son salaire, je l'absorbe avec 1 ou 2. L'an dernier, j'ai fait 12 droits d'entrée. Je vais trouver les moyens de la payer, Saskia. Puis, de toute façon, c'est même pas avec le droit d'entrée que je la paye, c'est avec ce qu'on appelle le courant. C'est-à-dire qu'avec les redevances des salariés, des franchisés, je la paye. Et au plus on a franchisé, au plus j'ai les moyens de payer des collaborateurs. Donc pour le développement en réseau, je n'ai pas besoin de m'associer avec quelqu'un et surtout ça fonctionne. On fait 10 à 15 franchises par an. J'ai besoin de, entre guillemets, de personne pour l'instant, tu vois, pour ça. Ça fonctionne tout seul. Et en plus, ça fonctionne de bouche à oreille. Nous, on fait un salon par an et tout le reste, c'est que du bouche à oreille. C'est-à-dire, les gens, on a cette chance énorme que les gens viennent vers nous pour dire, nous, on adhère au concept, on adhère à vos valeurs, on veut ouvrir un spot. Sans qu'on soit allé les chercher. Normalement, les franchises, l'observatoire, la franchise, le manuel, le machin, le ci, le là, tous ces trucs, ils vont les chercher, nous, on ne va pas les chercher. Donc, développement réseau, on a besoin de personne. Je n'ai pas besoin d'associer. Pourquoi j'aurais besoin d'un associé? C'est lever des fonds pour pouvoir développer en propre. Pourquoi développer en propre? Pour créer de la valeur à la tête de réseau. Sauf qu'aujourd'hui, je suis dans une période pas charnière de ma vie. Après, là, du coup, c'est très personnel. Tu me poses une question directe, je te réponds directement personnellement. C'est que je me suis rendu compte, parce que là, je viens d'ouvrir 2 restaurants propres. Je vois les soucis que j'ai sur ces 2 restaurants en propre. J'avais oublié, parce que j'en avais qu'un, c'était Spockly. Donc j'avais, il y a encore 6 mois, 25 restaurants en franchise, 1 restaurant en propre. Le bonheur absolu, psychologique. C'est-à-dire, je gagnais très bien ma vie. J'avais du temps pour mes enfants, mes amis, mes passions, pour tout ça, le voyage, tout, bref.
Et je dormais bien la nuit, j'avais pas de soucis. J'ai eu cette idée là, enfin, non, tu vois, c'est pas eu cette idée, c'est que un jour, je dis, tiens, je vais créer de la valeur. Tu vois, parce qu'à un moment, je me suis dit, on va valoriser la structure. Et on s'est dit, bon, on la valorise, et moi je dis, ouais, quand même. Enfin, quand même, dans le genre, ah ouais, je pensais qu'on pouvait la valoriser davantage. Et les investisseurs que je fais venir au bureau me disent, Christophe, en fait, ton projet est génial, c'est super, mais ta tête de réseau, elle ne vaut que par les 3 éléments que je viens de citer. Si tu calcules un peu, vous allez très rapidement tous y arriver, hein, au montant de chiffre d'affaires, à lever le machin. Donc, ça paraît gros de l'extérieur, mais en vrai, la tête, je ne dis pas que ça vaut rien, mais c'est pas non plus ce que l'on imagine, tu vois. Et pour que ça arrive à ce que l'on imagine, il faudrait que je refasse monter la valeur des fonds de commerce sur la tête de réseau. Donc, eux me disent, on te donne de l'argent, on rentre dans ton capital, on t'aide. Donc, tu nous libères une partie du capital. Avec ce capital, donc on parle de millions, hein, de quelques millions, c'est pas non plus... on achète des fonds de commerce, on crée des fonds de commerce, ou on les achète, peu importe, ça veut dire la même chose. Au bout de 5 ans, on les a remboursés. Chaque restaurant vaut entre 500 et 600 K, on fait que des formats comme ça. T'en fais 10, ça fait 5 millions. Tu les additionnes avec la valeur de ta tête du reste, là, du franchiseur, on revend dans 5 ans. Alors moi j'ai dit, putain, c'est extraordinaire. T'as raison. Ok, allez, allons-y. Les gars, on va acheter des restaurants propres, on va lever de l'argent et on y va. Donc là, il faut recruter directeur des opérations, machin, donc un chantier branle-bas de combat. Je me dis non, je vois le prix de l'argent, j'analyse, donc là, je vois des professionnels, on y vient, je vois mes avocats, un avocat fiscaliste et un autre expert comptable avocat, et ils me disent, ils me font réaliser combien je payais cet argent, 18% par an. Donc je dis, ok, de manière très bateau, j'emprunte 1 million, donc Guillaume pourrait bien en parler, donc ça veut dire que chaque année, je dois rembourser 180 000 €, on est bien d'accord, d'intérêt uniquement. Pas de, je leur dois encore du pognon derrière, ils m'ont prêté 1 million. Donc ça veut dire que comment je fais si je trébuche d'une marche pour rembourser 180 000? Ben tu perds tout. Enfin tu perds, ils te prennent tout. C'est plus à toi. Ok. Donc stop, ça je veux pas de schéma. Donc je fais un schéma arrière, je dis non, non merci, j'en veux pas. Et ensuite je dis je vais me développer en propre tout seul. Donc je commence à acheter un restaurant, 2 restaurants. Et voilà. Et là, c'est là en ce moment, on parle du moment présent. Je repars dans les tracas de la gestion, du chef, du manager, lui qui te plante, l'autre qui ne vient plus travailler, l'autre qui te met, qui te fait t'envoie un prud'homme, l'autre qui ci, l'autre qui là. Finalement, les soucis qu'on Et voilà. Et là, après, tu te poses la question, tu te dis, question très personnelle, que j'ai eu cette discussion de 3 heures hier avec un très bon ami. Et en fait, c'est quoi le but de tout ça, finalement? C'est toi, c'est ce que tu as envie de faire. Tu vois, tu te dis, mais à quoi bon? Moi, ça dépend de la personnalité de chacun. Si t'es vénal, si t'es pas vénal. Moi, je m'en fous de m'acheter des grosses voitures, de m'acheter un hélicoptère, je m'en tape. Je dis, en fait, en vrai, de là où je viens, c'est-à-dire du niveau le plus bas quasiment, là, ma vie, elle est belle comme elle est. Demain, je vends, dans 5 ans, j'aurai pris un pli, ou pas d'ailleurs. Mais même si je libère un peu, je reste patron, je cède à mes enfants, je refais financer par la banque, ça permet, je reste une entreprise familiale. Mais par une opération financière, bon, on peut imaginer, ça me permet de dégager du cash, mais je n'ai pas besoin de 1000 et des cents aussi. Je serai heureux sans tous les soucis et tous les tracas de la gestion propre. Ok, je serai moins riche, mais je serai juste ce qui m'importe, quoi. Je serai heureux comme ça. Comme je l'étais il y a 6 mois. Tu vois? Voilà. À Marseille, j'ai toujours le spot libre. Mais à Paris, j'ai ouvert rue de Châteaudun dans le 9e à Pigalle, en bas de chez moi, et gare de Lyon. Et là, j'en fais un 3e où
j'ai des participations à Nanterre La Défense. Aujourd'hui, tous vos franchisés sont bénéficiaires. Globalement, oui, on peut se vanter de ça. Oui. Alors, pas tous. Globalement, ils le sont tous. S'ils ne le sont pas, c'est que c'est une première année d'activité. Donc, sur une première année d'activité, tu es à l'équilibre. Ou peut-être que tu peux perdre 3-4%, mais jamais plus. Je vois par rapport aux collègues qui ont des franchises, et j'entends ce qui se passe parce que je discute beaucoup avec des développeurs ailleurs. Là, non, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on peut se vanter d'avoir 31 franchises et d'avoir 0 contentieux aujourd'hui, ce qui n'est vraiment pas le cas de beaucoup de la majorité des réseaux de franchises. On a vraiment pas, là on a notre meeting la semaine prochaine, sur les 31 franchises, il y a 31 présences de tous les franchisés qui sont là au meeting. Il n'y a pas eu de spots qui ont été fermés entre-temps? Oui, il y a eu des spots qui ont été fermés parce qu'il y a eu des erreurs de casting, on en venait au casting de tout à l'heure, et des erreurs d'emplacement. Un que moi j'ai dû essuyer, donc ça concernait personne que moi, c'est moi qui ai absorbé les pertes à Paris, et un autre qui sont toujours des copains, mais qui étaient juste en décalage avec notre génération, qui ont voulu tenter l'aventure. Et au final, ils ont transformé leur spot en restaurant classique. Ça va mieux pour eux parce qu'ils sont dans le centre de Bordeaux où c'est plus traditionnel. Et on se parle toujours, tout va bien. Il n'y a pas d'animosité, on s'est quitté. Voilà. Je peux volontairement fermer une franchise, toi, si tu estimes que ça ne marche pas bien et c'est contractuellement, c'est des contrats de 7 ans pour ça? Oui, c'est des contrats de 7 ans, oui, je peux le faire en vrai. En fait, ça serait, si tu veux, ça serait un leurre et ça serait être hypocrite de ma part de te dire que je peux pas le faire parce qu'en vrai on peut le faire. On a des contrats qui sont, faut dire la vérité, pro-franchiseurs, plus que franchisés. Et tu sais, c'est pas parce que on est les gros franchiseurs tout puissants, machin, c'est juste que il y a beaucoup de dérives dans la franchise, mais tout ce qui est toujours mis en avant en vrai, c'est que c'est nous les franchiseurs, on passe pour des méchants. Tu peux partir aussi, François? Non, tu peux pas partir. En fait, tu peux, si, ça dépend, tout est très, tu imagines bien, c'est particulier, mais tu peux partir. Moi, j'ai vraiment, le gars, il me regarde dans les yeux, il me dit, selon les raisons pour lesquelles il veut partir, je peux tout comprendre. Je suis vraiment un être humain, je suis un entrepreneur avant tout, donc sincèrement, je suis en mesure de comprendre quelque chose. Je l'ai fait, regarde l'approche, je l'ai fait à Bordeaux, tu vois, je peux le comprendre. Maintenant, le gars qui me dit, je me fais chier, voilà, ça marche pour moi, mais j'ai envie de faire autre chose, je dis non, gars, ça marche pas comme ça. C'est comme un contrat de téléphone, hein. Tu t'engages pour 24 mois, voilà. Pourquoi? Parce que nous, quand on a signé avec toi pendant 7 ans, on t'a bloqué une zone et que pendant 7 ans, peut-être que pendant les 2 premières années, tu ne le sais pas, mais il y a eu 3 demandes de franchise à cet endroit-là et des emplacements qui étaient extraordinaires et on a dit non. Ils auraient peut-être fait le double ou le triple de ton chiffre d'affaires, on aurait le triple de redevance, le triple de remise arrière derrière, bref, le triple de revenus. Et on s'est du coup banni cet endroit-là parce que est au contrat de franchise. On ne pourra jamais accepter que tu nous dises au bout de 3 ans, je m'en vais. Alors à ce moment-là, comme le dit le contrat, il te reste 4 années de contrat, tu payes le solde des 4 années avec une indemnité derrière. Donc ça paraît dur comme ça quand tu l'entends, mais quand je l'explique, je t'assure, et puis surtout ce que l'on a du mal à comprendre, c'est exactement la discussion que j'ai avec mon avocat ce midi, c'est que mon avocat a le même problème, c'est que avocat, expert comptable, tous ceux qui, je ne sais pas si certains d'entre vous font un métier où vous vendez du temps et vous facturez des honoraires, la personne en face ne comprend pas ça, la valeur du temps. C'est comme un codeur ou un geek, et il va livrer un logiciel, il te dit ça vaut 20 000. Tu dis, ah, comment ça? Mais mec, j'ai passé des nuits entières à coder ce putain de logiciel pour en venir là. C'est le prix que ça vaut, quoi. Et un avocat, c'est pareil. Tous ceux qui vendent du temps, c'est la même chose. Mais nous, c'est pareil. Franchiseurs, on vend du temps. Nous, on vend un concept. Mais pour en arriver là, il faut que je fasse. Enfin, ça fait quand même plus d'1 heure, mais il
faut que je fasse courte, mais pour en arriver là, j'en ai chié quoi, pour aujourd'hui en arriver à faire que Spock, c'est Spock aujourd'hui. C'est des heures et des heures de travail à faire en sorte que voilà, on sort ce produit-là quoi. Donc soit les gars en face, bah, ils sont intelligents et le comprennent, et ils comprennent surtout ce qui est bénéfique pour eux, ils disent bah, ok, ça c'est bénéfique pour moi. Moi j'ai pas à réfléchir. Les franchisés que j'ai en face de moi aujourd'hui, les profils ont vachement évolué. Ils viennent nous voir, ils me disent ok, je veux exactement ça, je ne pose pas de questions, combien ça coûte? Tu me dis de faire blanc, je fais blanc, je ne fais pas blanc cassé. Voilà. Et pendant 7 ans, je vais faire blanc. Par contre, toi, je veux que ce soit nickel pendant 7 ans, que ce soit tout comme ça, que tu aies toujours le petit quart d'heure d'avance, la petite recette de plus que les autres, la petite musique tendance, ton présentateur télé là, qui vient de faire le point chez nous, je veux ça, je veux... Moi j'exigerais ça. Moi, si je suis à la place du franchisé, je dirais exactement ces paroles. Exactement ça. Je dis, attention, moi je vais te payer pendant 7 ans, mais je ne veux pas que tu me prennes pour un con. Ça va me coûter 5% par mois ta franchise, mais je veux exactement ça. Je ne veux pas que tu, à un moment, que tu faiblisses un peu, que la garde a monter pendant 7 ans. Voilà. Que toutes tes animations soient les mêmes pendant 7 ans. Ouais, c'est dur. Tu ne veux pas le garantir? Je les garantis, je signe un contrat. C'était là où on a c'était sur. Ouais. Ils se sont plantés, quoi. Les franchisés, ils terminent à l'eau. Mais t'en as plein Ils ont qui se explosé, plantent. ils ont je sais pas combien de boutiques et ils ont pas tenu. Bien sûr, mais des cas de figure, mais on ne le sait pas, on l'a oublié. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas aussi, bon, on cite le scandale du Subway, il y en a des tonnes qui ferment. Mais même des Starbucks, il y en a des tonnes qui ferment, on ne le sait pas. Enfin, on ne le sait pas. Mais en fait, ce qu'on retient, c'est ceux qui marchent, ceux qui sont bien placés. Des Häagen-Dazs, des belles enseignes, je cite volontairement des belles qui sont plantées. Il y en a plein. Des franchisés, tu vois, au tribunal, des avocats qui plaident des affaires, les pauvres franchisés qui ont investi des millions, enfin des centaines de milliers, pardon, qui se retrouvent avec c'est alors un peu là on choisit mauvais emplacement. Il y a... Si tu te tournes avec Starbucks, c'est que. Ouais, il y a toujours des. Ils ont choisi le mauvais emplacement. Est-ce que Starbucks, tu sais, Starbucks. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Starbucks, ça donne moins envie qu'avant. Quand tu vas aujourd'hui. Après, tu as raison, il y a l'emplacement. Tu vas mettre un Starbucks dans le 10e à Paris, pauvre de toi. Parce que tu as des millions de baristas qui vont te faire des cakes lemon d'une tuerie absolue, des cœurs, des machins, des harlatés, des cafés. C'est la tendance à Paris, tout ça. Donc aujourd'hui, tu arrives avec ton Starbucks, tu meurs. Mais par contre, sur un aéroport, tu continues de faire du pognon, quoi. Voilà. Et c'est menacé, hein. C'est l'emplacement. Oui, en dehors de ça, qu'est-ce qui fait le succès de Spock et la clientèle cible de Spock? La clientèle, c'est l'actif de bureau. C'est que de l'actif, c'est que du bureau. Non, je veux dire, Spock vise quel type de clientèle? Spock vise l'actif, le bureau. Ah oui, pardon, oui. Tu vois, c'est les gens qui travaillent dans les bureaux, les actifs. Et typiquement, tu mets Spock là, dehors, quand tu sors à la rue Paradis, je ne viens pas. Parce qu'à proximité, il y a le collège de ma fille qui va être un peu ma clientèle parce qu'avec ses copines, elle va venir 2 fois par semaine, mais elle a un petit budget donc elle va faire ce qu'elle peut. Il y a 2-3 écoles autour, mais j'ai pas trop de bureaux. Ouais, j'ai Noyer-Prat en face peut-être. J'ai un peu. Je crois que j'ai pu comprendre que c'était. Ouais, voilà. Donc j'ai pas trop de bureaux. Donc ça, c'est pas ma clientèle. Donc moi, ma clientèle, c'est les actifs de midi. Ceux qui ont peu de temps, qui ont 15 € pour entre 10 et 15 € pour déjeuner de midi, c'est eux ma clientèle. Lully, tu dois cartonner le quartier. Spock Lully? Ouais. Oui. On est dans le centre-ville, mais aussi il y a beaucoup de concurrence. Énormément ces derniers temps. Ces derniers temps, on a baissé du chiffre. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence qui s'est installée. C'est pour ça que nous, il faut qu'on soit... C'est pour ça que j'ai énormément la pression, mais encore une fois, n'y voyez pas la prétention. J'ai une telle confiance en moi, et aujourd'hui une telle confiance en mes équipes, que je suis hyper serein sur la concurrence. Mais pour ça, justement, il faut me laisser tranquille. Il faut que je puisse partir voyager, il faut que je puisse partir m'oxygéner et voir ce qui se fait ailleurs pour revenir et dire voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va communiquer comme ça. Mais en fait, la force de Spock, tu m'as posé cette question, je crois, c'est qu'on va s'inspirer. Comme je dis, je ne vais pas m'inspirer de mes concurrents. Moi, je m'inspire de la mode, énormément de la mode.
je m'inspire des campagnes publicitaires de la mode. J'ai des référents dans la mode, des marques, mes marques de prédilection, des marques que je porte, et c'est une passion comme une autre chez moi, j'aime ça. Bon. Donc je m'inspire des créateurs, je m'inspire du marketing de Vuitton, de Chanel, pour ne citer que cela. Comment communiquent ces marques? Comment ils font pour communiquer, pour faire passer leur message? Comment ils communiquent sur les réseaux sociaux? Comment ils arrivent à avoir une image aussi belle, aussi intacte avec le temps, et comment ils traversent les générations? Comment les jeunes marques arrivent à pénétrer le marché aujourd'hui à travers des influenceurs? Comment ils font? Donc je dois savoir tout ça, ces codes-là. Pourtant je viens, mais Christophe, tu fais pas dans la mode, dans la restauration, mec, mais c'est pas grave. Ouais, c'est là où je dois absolument comprendre les tendances de demain pour les intégrer, les plugger à mes modules, à moi. C'est-à-dire plugger la mode, tu vois. Comment se comporte la mode aujourd'hui? Voilà. Comment les codes de l'architecture, de la décoration, comment les architectes travaillent quand ils dessinent des lieux. C'est hyper important ça. Moi j'ai toujours énormément écouté les architectes urbanistes, les architectes peuvent changer beaucoup de choses dans notre vie au quotidien. On ne rentrera pas dans ce débat trop long. Mais du coup j'ai écouté beaucoup les architectes parler, tu vois. Et eux, pour moi, c'est des poètes, ils sont très inspirants, tu vois. Ils font des professions, ils dessinent, et ils t'expliquent que ce lieu, il faut qu'il soit dessiné comme ça, et puis à travers les codes qu'ils ont visuels, ça peut te faire rentrer des clients ou pas. Selon, tu vois, parfois tu vas passer devant un resto ou une boutique, tu vas être aspiré par cette boutique parce que la boutique, tu vas dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est dingue, tu vois. Ben, c'est parce que c'est le talent de l'architecte. C'est que tu peux être copié. Voilà. Et Jimmy Ferland, c'est mort. Ils sont morts. C'est mort. Il n'y a personne qui est pote. Je ne sais pas trop en dire, mais pour moi, le burger c'était bien, mais c'était. En fait, le plus important, c'est de ne pas être à la mode. Voilà, ça c'est ça qui est important. C'est tout ce qui est mode se démode. Donc nous, quand on nous dit vous êtes ici, vous êtes à la mode, vous êtes un restaurant ici, mais je dis surtout pas, surtout pas. Où on est ici quand on fait une blanquette de veau, où on est ici quand on fait des lasagnes avec de la béchamel. On n'est pas ici, on ne donne pas des graines aux gens, on n'est pas, nous les gens c'est pas des chevaux quoi, c'est pas des animaux. Tu vois, non mais tu vois ce qu'on donne parfois dans ces restos là, c'est ça que je te dis, moi ça ne m'inspire pas. Tous ces restos là, tous ces bars à salade, tous ces machins où quand tu arrives ils font les granolas, tu bouffes ça toi, mais tu vois ces trucs là. Et moi j'ai essayé au début, tu vois, je dis bon au départ tu prends du fromage blanc, tu mets du coulis fruits rouges et tu mets le granola. Tu meurs de tristesse, c'est dégueulasse. Et ensuite c'est pour les chevaux, tu vois tout ça, moi je mange pas ça. Et je ne vais pas donner à manger, je ne vais pas donner à mes clients ça. Nous, nos clients, on leur dit, les gars, venez manger, mangez bien, quoi, mangez des bonnes choses. Mais vous n'allez pas grossir, en fait. Et pourquoi nous, on a quasiment que des meufs qui viennent manger chez nous? Parce que elles mangent bien, parce que c'est des idées reçues que les meufs, elles sont là avec leur petite salade, c'est pas vrai. C'est une semaine par an et encore. En fait, les meufs, elles veulent bien manger. Mais non, mais les meufs qui veulent bien manger, elles mangent bien. Elles ne mangent pas entre les repas et elles font un peu de sport, elles sont belles, elles sont minces, il n'y a pas de problème de poids, de machin, de régime, de ci, de là. Donc nous on les encourage à bien manger, des produits frais, parce qu'on est des artisans, on cuisine devant les clients le matin, c'est tout, c'est ça la recette en fait. C'est pas de 3 feuilles de salade, 3 graines, 2 tomates, pour à 16 h avoir la dalle et se dire putain, quand t'as faim, t'es triste, t'es là, ça impacte sur ton moral. Quand t'as bien mangé, t'es bien, t'es apaisé, t'as envie de bosser, tu vois. C'est ça. C'est ça. Le budget d'investissement minimum pour en franchiser.
L'apport ou le budget ou l'enveloppe, c'est deux choses différentes. L'enveloppe. L'enveloppe d'un SPOC minimum, c'est incompressible, c'est 150 000. Si tu payes hors droit, voilà, c'est facile, hors droit au bail, hors fonds de commerce. D'accord. Voilà, 150 000. Et ça, c'est pour les équipements. Ouais, mais ça, il faut le mieux, c'est que tu ailles sur spoc.fr, tout est expliqué en détail. Comme ça, on ne perd pas trop de temps avec ça, mais je t'expliquerai avec plaisir hein, si tu veux, mais là, vraiment, sur spoc.fr, pour le coup, c'est bien fait. Tout est bien détaillé. Moi, je vais te poser ma dernière question, et puis après, si vous voulez, commence à se faire tard, donc on va faire encore. Ah, je suis désolé, hein, 5 je vous minutes ai de peut-être un peu. questions-réponses. Merci beaucoup, Christophe, c'était super intéressant. Ouais, c'est un peu. Du coup, si tu avais 3 conseils à donner à un entrepreneur qui a envie de se lancer. C'est délicat parce que, bon, 3 conseils. Moi, je pense que, comme je vous disais, un des premiers conseils, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes professionnelles. Donc, un bon expert comptable, un bon avocat pour lire votre contrat de bail, parce que le bail, c'est un contrat. Donc, lire le bail correctement, faire attention et faire confiance à des experts pour ça. Donc, ça, c'est hyper important. N'ayez pas peur de l'association. C'est vraiment des bons côtés. Je suis très mal placé pour vous en parler. Mais n'ayez pas peur de vous associer parce que soyez égoïste, allez vous enrichir de l'expérience de l'autre et allez puiser le savoir-faire de l'autre personne. Vous lui en donnez en retour parce qu'il faut donner pour recevoir. Donc n'ayez pas peur également si ce n'est pas votre métier, selon le métier dans lequel vous voulez, je parle du mien comme ça j'ai une meilleure maîtrise, selon le métier que vous voulez faire, n'ayez pas peur d'aller travailler gratuitement. Donnez pour recevoir, il faut donner. Voilà, si vous ne donnez pas, vous recevez. Il ne faut pas s'étonner de ne pas recevoir. C'est-à-dire, allez faire des immersions, allez faire des stages, allez travailler gratuitement et vous le faites pour vous en fait. Au final, c'est vous qui allez en bénéficier. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, formez-vous, soyez égoïste, soyez transparent avec le gars et dites voilà, moi je viens travailler chez toi, j'ai pas envie de faire un projet avec toi, je te dis la vérité, je viens pour prendre tout ce qu'il y a de bon chez toi, est-ce que tu acceptes de me transmettre ça et en contrepartie je te donne de la main d'œuvre. Voilà, je suis dévoué pour toi, mais toi tu me donnes tu m'enrichis de ton expérience. Voilà, ça c'est important je pense d'aller voir, d'aller prendre la température avant de choisir un métier si c'est une reconversion professionnelle ou si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc n'ayez pas peur de... C'est possible aujourd'hui d'aller dans n'importe quel sport dans la vie? Oui, c'est possible. Avant, je refusais de le faire, maintenant je le fais. Oui, avant, je refusais catégoriquement de le faire. Maintenant, je le fais. Parce que maintenant, je suis plus sage. J'ai envie d'être plus dans la transmission et ça me fait plaisir et ça me fait du bien d'accompagner des futurs chefs d'entreprise, même s'ils viennent me faire concurrence et qu'ils viennent se mettre en face, c'est pas un problème. Parce qu'encore une fois, j'ai tellement confiance en nous, tu vois, et en notre concept que je me dis, c'est pas grave, au contraire, qu'ils viennent se mettre en face et ça fera venir du monde. Voilà, donc j'ai pas de problématique par rapport à ça. Oui, c'est possible, si tu veux venir, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux me recommander un sport? Oui, mais je vais te donner ma carte. Juste une petite question. Est-ce que vous comptez vous développer à l'international ou c'est pas encore en réflexion? Alors, la réponse est oui, mais pour être honnête avec toi, je ne sais pas par où commencer. Je crois qu'on a encore énormément à faire en France, mais vraiment beaucoup. En gros, je pense qu'on peut aller jusqu'à au moins 100 tranquille. Les fameux. Donc, tu vois déjà, à 30, je te dis, si je n'ai pas les 2 points de vente en propre, je suis tellement heureux, tu n'as pas idée. Donc, à 50, je n'ose même pas imaginer, je marche sur l'eau. Donc, pour être développement international, on a une demande au Maroc, là, et à Londres. Donc, c'est les 2 demandes qu'on est en train d'étudier, on les fait auditer. Tu vois, là, par exemple, j'ai franchi un step dans ma tête. C'est-à-dire qu'autrefois, je voulais le faire moi-même. Je perdais un temps fou, résultat, je faisais de la merde et je ne faisais pas. Aujourd'hui, j'ai pris les dossiers, je les ai donnés à un spécialiste qui m'a fait une facture monstrueuse que je vais payer. Mais au moins, il va me dire à l'arrivée, je te fais et je te le fais dans de bonnes conditions. Et peut-être qu'on se revoit dans 6 mois, je te dis, ben, on ouvre à Londres
Ça m'aura peut-être coûté, je sais pas, 30 ou 40 000 balles d'audit au départ, de montage de dossier, mais au moins je l'ai fait. Alors que là, avant, tu vois, je t'aurais dit non, je le fais moi, et le résultat, je n'aurais rien fait. Mais donc, on va le faire, c'est à l'étude. Je pense que ça va prendre encore au moins 6 mois, 1 an. Voilà. Une dernière question? Pour toi, la recette d'une franchise qui réussit, c'est quoi? La recette d'une franchise qui réussit, c'est que les franchisés qui soient au sein de la franchise soient heureux de travailler dans ce réseau de franchise. Ça, c'est pour moi la raison principale. Si le franchisé est heureux, le franchiseur est forcément heureux. Si le franchisé est malheureux, c'est compliqué. Ça vient au devant des problèmes. Mais pour moi, la clé de la réussite, c'est que mes franchisés soient heureux. Et là, tu vois, on a samedi notre meeting annuel, encore, je le répète, et on a à la fin du meeting, on ne fait pas des meetings ordinaires, on le fait au Cercle des Nageurs, et à la fin de ce meeting, plutôt que d'être dans une salle des fêtes à Bagnolet pourri ou avec un. Voilà, on fait Cercle des Nageurs. Donc les gars, ils arrivent, d'ailleurs, ils hallucinent quand ils voient le spot. Et à 19h, on attaque l'apéro jusqu'à 5h. On se met une tôle monumentale. Chaque année, c'est pareil. On se met une tôle. Et pendant la tôle, c'est-à-dire à minuit, 1h, quand ça bat son plein, qu'on est à 10 litres de rosé chacun, voilà, tout le monde se fait des câlins, se serre dans les bras, et ça pleure, et ça dit mais tu m'as changé la vie, mais moi avant toi, mais putain, mais t'as pas idée, je parle de toi à ma femme, et tout machin. Et c'est ça pour moi la réussite. Voilà. Merci Christophe. Merci. Et merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à vous inscrire à notre page épisode dans le micro de cours d'entrepreneuriat. Alors, il faut juste ma carte. Je vais essayer de voir si je l'ai. Là.